Eh bien, bonjour à tout le monde pour cette session de l'après-midi. L'une des sessions parallèles qui s'appelle Innovation et énergie, progrès des énergies non carbonées. Bien, nous avons le plaisir de revoir ces thèmes-là d'une façon plus précise, plus technique. C'est des thèmes qui étaient déjà largement présents dans la matinée, avec des considérations peut-être principalement stratégiques et industrielles. La session donc commence par écouter M. Christophe Béard. Et Christophe Béard est un ingénieur qui s'est dévoué toute sa carrière pour l'énergie nucléaire. Il a commencé donc par être ingénieur au CEA à partir de, je crois, 1984, si mes notes sont exactes. Et il a donc travaillé dans le nucléaire civil comme dans le nucléaire militaire, mais en parallèle, il était chargé d'enseignement à l'École centrale de Paris, ainsi qu'à l'École nationale supérieure des technologies avancées, des techniques avancées. Et ces enseignements ont porté principalement sur le cycle du combustible. Au CEA, il a été nommé directeur en 2009, directeur de l'énergie nucléaire du CEA, qui est évidemment le fleuron, on va dire, de cet organisme, bien entendu. Et c'est une fonction qu'il a occupée jusqu'en 2016, toute une période fort critique où l'énergie nucléaire a progressé au plan technique comme au plan industriel. À cette période-là, Christophe Béard a rejoint le groupe industriel Faya, où il était directeur de l'énergie. En parallèle de ceci, il est président de la supply chain nucléaire française au sein du groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, le GIFEN. Et nous sommes très heureux de l'avoir aujourd'hui pour apporter donc ses compétences sur l'énergie nucléaire, qui est quand même un acteur majeur dans le domaine de l'énergie en France et qui n'a pas été spécialement traité ce matin au titre des énergies renouvelables, encore qu'on puisse peut-être discuter cette classification. Voilà, avec grand plaisir. Monsieur Béard, vous avez la parole. Monsieur Rigny, merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier la Maison de la Chimie de m'avoir invité pour cette session aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez sur le transparent, je vais parler du nucléaire dans le futur. Je vais parler du lien du nucléaire avec la transition énergétique et je vais parler complémentarité avec les renouvelables. 3 points que j'aborderai rapidement. Pourquoi toujours du nucléaire? Je suis de ceux qui sont convaincus qu'il y aura encore à terme du nucléaire dans le monde et au sein de notre pays, pour des raisons qui sont, me semble-t-il, assez évidentes. Je parlerai des études qui sont faites pour adapter le nucléaire aux renouvelables. Et puis, je parlerai aussi, en finale, des réacteurs nucléaires dans le futur. J'aborderai d'ailleurs à ce moment-là la chimie, où intervient la chimie dans le cycle du combustible. Je vous dirai ce que c'est et dans les réacteurs nucléaires, et vous verrez que la chimie est partout. Pourquoi du nucléaire? On va le voir immédiatement. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que la population mondiale va continuer à accroître et qu'il sera nécessaire, par conséquent, de leur fournir de l'énergie. Lié à cette croissance de la population mondiale, on verra que l'espérance de vie est assez directement liée à la consommation d'énergie que l'on a. Et pour des raisons évidentes, les personnes veulent vivre mieux. La deuxième chose que j'aborderai dans ce point 1, c'est que le nucléaire, si je prends l'ensemble du cycle de vie d'un produit, et on a vu ce matin, on a commencé à aborder ce sujet, donc le nucléaire est très peu producteur de CO2 par kilowattheure produit. Il se situe dans les énergies de tête, si je prends ce critère. Puis la dernière chose que j'aborderai, c'est celle du fait que
finalement, l'uranium n'est pas une ressource rare selon la technologie de réacteur que l'on décide d'utiliser. Voilà pour le premier point. Alors, l'accès à l'énergie, j'en ai dit quelques mots, c'est directement lié au développement social et économique. Et si je prends la contraposée, pas d'énergie, pas d'électricité, c'est de l'absence d'eau potable, c'est de la difficulté d'accès aux soins, à l'instruction, la difficulté de manger tous les jours à sa faim. Voici la courbe dont je vous parlais. Vous avez en abscisse l'énergie primaire consommée en TEP par an et par habitant, et en ordonnée l'espérance de vie en années. Et vous voyez placés sur ce graphe différents pays. Vous vous rendez compte qu'au-delà d'un certain seuil, on est quasiment sur une asymptote, et que l'espérance de vie dans ce cadre-là est la plus importante, qu'à contrario, bien entendu, au vu de la forme de la courbe, si on est sous cette consommation d'énergie primaire, eh bien l'espérance de vie chute et chute extrêmement rapidement. Besoins énergétiques, croissance de la population, j'en ai touché un mot tout à l'heure. Vous voyez deux scénarios de croissance, un scénario haut, la courbe rouge, un scénario bas. Selon que je me mette sur le scénario haut ou sur le scénario bas, en 2050, on sera aux alentours de 11 milliards d'habitants ou 8 milliards d'habitants. Donc, quoi qu'il arrive, et peu importe les chiffres dans l'absolu, le message que je voudrais vous faire passer, c'est que cette population mondiale va croître et que, comme on l'a vu, elle voudra avoir accès à de l'énergie. Et donc, l'énergie, c'est ce que représente la courbe que je viens de faire apparaître. La demande en énergie va croître assez fortement, tirée par les deux facteurs que je vous signalais, croissance de la population mondiale d'une part et souhait de vivre mieux. Si maintenant je regarde le mix énergétique dans les 30 ans qui viennent, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que quasiment toutes les sources de production d'énergie électrique vont croître, mais malheureusement en premier, le pétrole, le gaz et le charbon. Et vous le savez, c'est la chimie qui veut ça. Quand on brûle ces corps, même si on entend parler de gaz naturel, c'est du gaz, on va produire du CO2. Les renouvelables vont croître aussi, et le nucléaire va avoir une croissance extrêmement lente, je dirais, certainement limitée aux pays les plus développés pour des raisons évidentes. Je le disais en introduction, le nucléaire est très clairement un bon outil pour combattre le changement climatique. Alors, cette courbe est un peu ancienne, et à nouveau, je vous demande de ne pas vous attacher aux chiffres dans l'absolu. Je vous demande de regarder comment se situe le nucléaire en termes de kilogrammes de CO2 créés par kilowattheure et en fonction des différentes sources d'énergie. Vous voyez que le champion, c'est l'hydraulique. Je raisonne sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Si je parle de l'hydraulique, c'est vrai pour le nucléaire aussi d'ailleurs, je vais intégrer le fait que pour construire un barrage, j'ai besoin de fabriquer du ciment. Ce ciment, je dois le mélanger à du sable pour faire du béton. Je dois transférer ce béton à l'endroit où je veux construire le barrage ou le réacteur. Je vais faire fonctionner ce barrage ou ce réacteur. Puis, à un moment, je vais arrêter le fonctionnement du réacteur, par exemple, et je vais le démanteler. Donc, sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, on voit que l'hydraulique est le meilleur, mais on a les fleuves que l'on a, que le nucléaire est très bien placé, que ce qui est considéré comme renouvelable n'est pas nécessairement bien placé, en particulier lié au fait que, si je prends le photovoltaïque, jusqu'à une date récente, je ne pense pas que ça ait beaucoup évolué. L'essentiel des panneaux photovoltaïques était fabriqué en Chine, en utilisant du charbon dans le process industriel de création de ces panneaux photovoltaïques. Donc vous voyez que si je prends la stricte contrainte environnementale
quantité de CO2 créée par kilowattheure produit, le nucléaire est clairement dans les systèmes producteurs d'électricité de tête. C'était le deuxième point que je voulais illustrer. On entend parler depuis plusieurs années, mais très fortement maintenant, de substitution du pétrole par de l'électricité. Vous le savez bien d'ailleurs, vous regardez ce qui se passe en termes d'achat de véhicules, on est poussé à acheter des véhicules électriques ou hybrides, mais en tout cas avec une composante électrique. Et ça veut dire qu'à un moment, très certainement, dans notre pays, la consommation d'énergie d'origine électrique va aller très clairement croissante. Et qu'il va falloir pouvoir suivre et produire cette énergie électrique. Certes, les économies d'énergie sont quelque chose d'important, mais lié au fait qu'on a de plus en plus besoin d'électricité, en particulier pour les transports, grands pourvoyeurs de CO2, il faudra bien poursuivre et produire notre énergie électrique. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est celui des ressources en uranium. Les ressources en uranium, si je les regarde en première approche, elles sont limitées comme d'autres ressources. Alors à nouveau, ne vous attachez pas à ces chiffres dans l'absolu. Comprenez qu'à la fin de ce siècle, entre 100, 150 ans devant nous, peut-être, j'en sais rien, le charbon, le gaz, le pétrole, mais aussi l'uranium, avec la technologie des réacteurs à eau légère, sont des ressources qui vont aller en s'amenuisant. Je dis sauf pour l'uranium, parce que si l'on utilise d'autres technologies de réacteurs, en particulier les réacteurs à neutrons rapides, alors, je vous l'expliquerai par la suite, la ressource en uranium devient extrêmement importante, de quelques milliers d'années, et surtout, et j'y reviendrai aussi, nous n'aurons plus besoin d'utiliser l'uranium naturel, a fortiori s'il n'y en a pas, ou s'il coûte très cher à être extrait, et on dispose déjà, je vous dirai comment et où, des ressources en uranium nécessaires pour faire fonctionner des réacteurs nucléaires de technologies différentes de celles qui existent aujourd'hui sur plusieurs milliers d'années. Voilà, j'ai tâché de vous montrer dans ce premier point pourquoi le nucléaire est utile, pourquoi de mon point de vue nous aurons du nucléaire demain, après-demain, mais aussi encore après-demain. Point particulier que je n'ai pas signalé en introduction, je le fais maintenant, je vais m'intéresser seulement aux réacteurs à fission. Et Bernard Bigot abordera ensuite les réacteurs de fusion. Clairement, les deux systèmes de production d'énergie peuvent être et seront probablement complémentaires. Si maintenant je regarde comment les réacteurs nucléaires doivent s'adapter aux renouvelables, alors doivent s'adapter tout simplement parce qu'ils fonctionnent ici et maintenant. La première chose liée à la fluctuation temporelle de la quantité d'électricité produite par les renouvelables, les réacteurs nucléaires doivent adapter leur puissance à ce que les renouvelables produisent et en tout cas être capables de faire varier rapidement la puissance électrique qu'ils délivrent. Vous voyez là des objectifs chiffrés, 80% à la hausse ou à la baisse de leur puissance en une trentaine de minutes. Ça, ce sont déjà des choses que les réacteurs nucléaires du parc d'EDF sont capables de faire. On verra ce que ça nécessite par la suite. Ensuite, il est nécessaire d'examiner comment les réacteurs peuvent être utilisés pour produire de l'hydrogène. Vous savez que très probablement le procédé qui sera utilisé sera de briser la molécule d'eau en apportant de l'énergie sous forme d'électricité, ou bien directement de la chaleur. Ces sujets-là sont actuellement en cours d'étude, en particulier, mais pas seulement, au sein du CEA. Pour coupler renouvelables et nucléaire,
avec les deux objectifs, les trois objectifs que je viens de vous donner, trois objectifs principaux, il y en a d'autres, il est nécessaire de poursuivre des développements de combustibles adaptés à des cyclages thermiques. Vous comprenez que si vous faites chuter la puissance du réacteur et si vous la faites augmenter, au bout d'un temps T, vous aurez cyclé thermiquement vos crayons de combustible, ce qui induira ou ce qui pourrait induire des comportements thermomécaniques non désirés. Donc, il y a des études qui sont en cours sur ce sujet. D'examiner aussi l'impact de ce cyclage sur l'ensemble du réacteur, la cuve, mais aussi les générateurs de vapeur, etc. etc. Et puis, regarder, et j'en disais un mot tout à l'heure, comment ces réacteurs peuvent être utilisés pour produire d'autres choses que de l'électricité, ou bien produire simultanément de l'électricité et d'autres choses. Je vais m'attarder cette fois-ci un peu plus longuement sur les réacteurs du futur. Mais je voudrais d'abord vous expliquer ce que nous appelons génération de réacteurs. Vous avez une courbe ici, un axe temporel qui décrit l'écoulement du temps des années 50. Au-delà de 2010, il y a des points d'interrogation, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vous fais apparaître immédiatement toutes les générations de réacteurs. En France, et c'est le cas français que je présente ici, nous sommes passés de la génération 1 de réacteurs à la génération 2, à la génération 3 actuelle qui est l'EPR, et à terme à la génération 4. Alors, je traite immédiatement la question pourquoi des points d'interrogation. Les premiers réacteurs à neutrons rapides verront probablement le jour à la fin de ce siècle. Aujourd'hui figure dans le contrat entre l'État et la filière nucléaire française le déploiement de quelques réacteurs à neutrons rapides aux alentours de 2080-2100. Comment progresse-t-on d'une génération de réacteurs à une autre? Chaque génération de réacteurs intègre le retour d'expérience de la génération précédente. C'est ainsi que les réacteurs dits de troisième génération intègrent des problématiques accidentelles comme Tchernobyl, comme TMI, comme Fukushima, comme les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et donc, par progression, on arrive à améliorer à chaque fois, entre autres, la sûreté de ces réacteurs. La génération 1, c'était des réacteurs dits uranium naturel graphique de gaz. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on ne maîtrisait pas bien, en tout cas pour les besoins civils, l'enrichissement de l'uranium. Et donc, on avait décidé d'utiliser de l'uranium naturel non enrichi, alors que maintenant on l'enrichit, j'y reviendrai par la suite, dans les réacteurs dits de première génération. La génération 2, vous en voyez trois types, les REP 900, les 1300 et les N4, qui sont les REP, je dirais, francisés. L'EPR actuellement en construction en France, mais opérationnel en Chine, sur Taishan 1-2, en construction au Royaume-Uni et en Finlande. Et puis la génération 4, je vous en ai dit quelques mots. Je vais m'attacher à discuter avec vous de ce que l'on peut penser comme nécessaire pour les réacteurs dits de quatrième génération. Il est clair qu'entre maintenant et 2100, par exemple, il y aura plusieurs générations d'EPR. D'ailleurs, aujourd'hui, en France, on parle des EPR 2. C'est-à-dire que si la décision de construire des réacteurs était prise par l'État, on serait amené à construire une génération de réacteurs très proche de l'EPR actuel pour pouvoir en tirer le retour d'expérience, mais aussi un peu évoluer pour diminuer les durées de construction, donc diminuer les montants des investissements. Je me trompe, voilà. Alors, il y a potentiellement trois raisons pour développer une filière de réacteurs dits à neutrons rapides.
Ces trois raisons, vous les voyez ici. Il y a tout d'abord le recyclage total des matières. Alors moi j'étais content ce matin, j'ai plusieurs fois entendu recyclage des matières. J'y reviendrai à la fin de mon exposé, mais l'industrie électronucléaire essaye et réalise depuis très longtemps le recyclage de ces matières, tout simplement pour des problématiques d'économie de matière. Le deuxième sujet que j'aborderai avec vous, c'est celui de la préservation de la ressource en uranium. Et le troisième sujet, je l'ai appelé appropriation du nucléaire dans l'opinion publique. Vous verrez pourquoi. Les réacteurs à neutrons rapides sont certainement capables de participer, d'aider, de simplifier la gestion des déchets dits de haute activité à vie longue. Je vais revenir au point 1, le recyclage total des matières. Tiens. Monsieur, il faut m'aider. Comment je fais j'appuie sur la puce du haut, là. Bah oui, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce schéma est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il représente? C'est finalement assez simple. Pour qu'un réacteur fonctionne, vous le voyez en bas au milieu de ce transparent, c'est un réacteur à eau légère qui est représenté. Vous avez besoin d'un cycle du combustible associé à ce réacteur. En France, c'est un cycle qui est dit fermé, puisque vous voyez qu'on a un cercle quasi parfait. Il est fermé, et j'y reviendrai, parce qu'on retraite les combustibles usés pour extraire la matière nucléaire encore valorisable, toujours dans l'esprit de recyclage et de préservation de la ressource. Si je prends ce cycle du combustible, vous voyez qu'on démarre des mines d'uranium, on va aller extraire de l'uranium naturel. La France, en particulier au travers d'Orano, exploite des mines d'uranium dans différents pays, elle ne le fait plus en France. On est obligé ensuite de concentrer et de convertir cet uranium dans un corps particulier qui a une couleur particulière qu'on appelle du yellow cake. On vient ensuite enrichir cet uranium. Alors je voudrais m'arrêter 2 minutes à cette opération d'enrichissement. En fait, l'uranium naturel contient très peu d'isotopes d'uranium-235, il en contient 0,7%. Tout le reste, pour faire simple et simplifier donc mon propos, c'est de l'uranium-238. Il se trouve que pour des réacteurs à eau légère et donc des neutrons lents, l'uranium-235 est plus favorable et plus fissile que l'uranium-238. En conséquence de quoi, pour faire fonctionner nos réacteurs, on est amené, à partir d'uranium naturel, à enrichir cet uranium pour le porter à une teneur en 235 de l'ordre de 3,5 à 4,5%. En faisant cette opération d'enrichissement, on crée en même temps, ce qui figure sur ce transparent aussi, un flux d'uranium appauvri. Vous verrez les quantités dont il s'agit tout à l'heure. Aujourd'hui en France, liées aux opérations de l'usine d'enrichissement de Pierre-Latte dans la vallée du Rhône, on a un stock d'uranium appauvri qui est extrêmement important. J'y reviendrai parce que pour les réacteurs à neutrons rapides, ils constituent naturellement, à terme, une mine d'uranium utilisable pour fabriquer du combustible pour ce type de réacteur. Une fois qu'on a enrichi notre uranium pour les réacteurs à eau légère, on fabrique du combustible de type UOX, c'est le nom qu'on leur donne, sous forme du O2. On rentre ce combustible dans le cœur de réacteur et on le brûle pour produire l'électricité. Je continue sur la flèche bleue en gras, je reviendrai sur la flèche rouge qui sort du réacteur. En France, on a pris la décision, voilà plusieurs dizaines d'années, de recycler ce combustible usé. Pourquoi? Je vous le disais tout à l'heure, parce que ce combustible usé contient encore beaucoup de matières valorisables, en particulier de l'uranium et du plutonium. Et nous avons une usine qui est à La Hague, sur laquelle on amène notre combustible usé, que l'on retraite ce combustible usé, et on sort de cette usine 3 flux. Premier flux, c'est de l'uranium dit de retraitement, c'est la flèche verte qui quitte l'usine de La Hague. Deuxième flèche, c'est du plutonium
qui est bien entendu une matière énergétique valorisable. Et troisième flèche, ce sont les déchets dits ultimes, en particulier les déchets nucléaires de haute activité à vie longue. C'est d'ailleurs en général seulement de ces déchets-là qu'on discute et pas de la totalité des déchets nucléaires créés. Pourquoi? Parce que les discussions portent sur ceux qui ont la vie la plus longue. Je reviendrai sur cette problématique par la suite. Cet uranium de retraitement, ce plutonium sont réutilisés pour fabriquer un type de combustible, vous voyez, le MOX. Donc, je peux utiliser dans les réacteurs eau légère français deux types de combustibles, de l'UOX et du MOX. MOX étant l'acronyme d'oxyde mixte en anglais. Ce MOX est introduit dans les réacteurs à eau légère, produit de l'électricité. En sortie de réacteur, après quelques années de fonctionnement, on a du MOX dit usé qui aujourd'hui est entreposé. Ce MOX usé entreposé peut être utilisé clairement dans les réacteurs à neutrons rapides à terme. Je vous expliquerai comment. Aujourd'hui, il est entreposé. Je sais qu'il y a des études qui sont faites pour regarder comment réutiliser ce MOX usé dans les réacteurs à eau légère. Pour le moment, les études sont en cours. Dernière remarque, je bascule à la slide suivante. Clairement, un cycle du combustible est adapté à un réacteur donné. C'est-à-dire que si je change de cycle de combustible, de réacteur, pardon, je change de cycle du combustible. Et c'est ce que vous voyez ici. Si je bascule, je change de technologie, je quitte les réacteurs à eau légère, je change pour des réacteurs à neutrons rapides, voici la façon dont se simplifie le cycle du combustible. On n'a plus besoin de toutes les opérations amont du cycle, hors celles qui consistent à fabriquer effectivement le combustible. On utilise l'uranium appauvri dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est aujourd'hui entreposé près de nos usines d'enrichissement dans la vallée du Rhône. On utilise pleinement le plutonium et l'uranium qui proviennent de l'usine de Pierre-Latte, et avec un mélange plutonium, uranium et uranium appauvri, plutonium, uranium de retraitement et uranium appauvri, on fabrique un nouveau type de combustible qui est ici appelé MOX RNR. Donc c'est un MOX avec des teneurs en plutonium en particulier différentes de celles des réacteurs à eau légère. Et on recycle un très très grand nombre de fois ces matières. Vous vous rappelez, en début de mon exposé, je vous ai parlé de l'autonomie que l'on pensait avoir en France avec nos stocks d'uranium appauvri de Pierre-Latte. Monsieur, il faut m'aider, je suis désolé, j'ai des puces et je n'y arrive pas avec ça. Merci beaucoup. Deuxième point, c'est la préservation de la ressource en uranium. Vous pouvez me... Je suis désolé à nouveau, monsieur. Donc, juste une petite application numérique pour vous dire pourquoi, avec les réacteurs à neutrons rapides, on préserve la ressource en uranium. Vous avez en haut du tableau ce qu'il faut aujourd'hui dans un réacteur à eau légère pour produire 1 gigawatt électrique. Il faut 200 tonnes d'uranium naturel qui ne vont créer que 20 tonnes d'uranium enrichi à 5%. Et donc, ça va nous permettre de produire 1 gigawatt électrique. Et dans un réacteur à neutrons rapides, vous voyez qu'il suffit d'un mélange de 8 tonnes d'uranium appauvri ou d'uranium de retraitement, plus du tout d'uranium naturel, et de l'ordre de 1 à 2 tonnes de plutonium, pour produire 9 tonnes de MOX, RNR, en réacteur à neutrons rapides. Je ne vais pas m'attarder sur ce transparent qui reprend d'une certaine façon ce que je vous disais au début, à savoir que la ressource en uranium, on peut passer au-delà si on a des réacteurs à neutrons rapides. Juste quelques mots sur le schéma du haut qui montre qu'en fonction des scénarios d'utilisation de l'uranium dans des parcs nucléaires mondiaux, on peut atteindre l'absence d'existence d'uranium naturel aux alentours de 2100 ou un peu au-delà. Le troisième point que je voulais aborder avec vous,
je le notais tout à l'heure, c'est appropriation par l'opinion publique du nucléaire, c'est celui de la problématique des actinides mineurs. Je m'explique très vite. Dans le schéma, vous avez en abscisse le temps. En ordonnée, vous avez la radiotoxicité intrinsèque des déchets, c'est-à-dire l'impact que pourrait avoir un déchet nucléaire si vous êtes en contact direct avec lui. Et vous voyez 4 courbes. On va traiter tout de suite la courbe horizontale rouge. C'est la radiotoxicité intrinsèque d'une mine d'uranium telle qu'on peut la trouver quelque part dans la nature. Les 3 autres courbes décrivent l'évolution de cette radiotoxicité potentielle en fonction du temps, selon 3 cas de figure. Celle du haut, qui est en bleu foncé, représente l'évolution de la radiotox lorsque on ne fait aucun retraitement du combustible. Donc voilà, vous voyez une décroissance extrêmement lente pour aboutir aux alentours de 250 000 ans à la radiotox de celle qui existe dans une mine d'uranium. Celle qui est médiane, c'est celle qui est la nôtre aujourd'hui. Vous savez, je vous l'ai dit, on retraitait le combustible à La Hague, on sortait en particulier le plutonium. Et en ce cas, la courbe de décroissance de la radiotoxicité est égale à celle d'une mine d'uranium au bout de 10 000 ans. Et puis, on se rend compte que cette radiotoxicité est essentiellement portée sur les temps longs par 3 corps qu'on appelle les actinides mineurs, américium, neptunium, curium. Si on est capable, par des procédés chimiques, en particulier l'utilisation de molécules extractantes, d'extraire ces 3 corps, on est capable de le faire, alors la radiotoxicité intrinsèque des déchets chute beaucoup plus vite. 300 ans, c'est ce que vous voyez ici, ce qui est plus compréhensible pour le commun des mortels. Ceci étant, une fois que vous avez extrait ces 3 corps, ces 3 actinides mineurs, je pose la question, si vous les avez sur les bras, ça ne sert à rien. Par contre, les réacteurs à neutrons rapides sont aptes à brûler ces actinides mineurs, ce que ne savent pas faire les réacteurs à eau légère. Voilà le 3e intérêt des RNR. Avant de conclure, je voudrais dire quelques mots sur la chimie. Je vous ai dit, la chimie est partout dans ce que fait l'industrie nucléaire. Elle est clairement partout dans le cycle du combustible. Elle est en particulier très fortement utilisée dans les procédés existants où le génie chimique est prépondérant, que ce soit dans l'amont du cycle ou dans l'aval du cycle. Elle est aussi dans les laboratoires, je vous ai parlé des molécules extractantes. Je terminerai enfin en étant peut-être un tout petit peu provocateur, en disant que ce que fait le nucléaire, finalement, c'est de la chimie verte. Vous savez que la chimie verte a été théorisée dans la décennie 90-2000, avec des objectifs de préservation de la matière première, c'est ce que fait le nucléaire, en particulier avec son retraitement, avoir des procédés peu consommateurs d'énergie, limiter l'impact environnemental, préserver la santé des travailleurs. C'est ce que fait le nucléaire depuis très longtemps. L'industrie nucléaire en France, c'est à peu près 220 000 personnes. C'est un taux d'embauche extrêmement important tous les ans, et pas seulement, mais aussi, bien entendu, dans le domaine de la chimie, de l'industrie, mais aussi de la recherche. Je vous remercie. Eh bien, merci Christophe pour cet exposé très clair, en particulier pour nous avoir présenté les évolutions à venir à court terme, mais aussi à long terme, et peut-être à très long terme, sur les filières nucléaires. Je crois que c'est un point de vue qui n'est pas si souvent exposé, que le public ne connaît pas peut-être suffisamment, et qui était présenté très clairement pour faire ressortir la longue vie qui reste devant le nucléaire. Et bon, je crois que c'était très intéressant, très important que tu puisses effectivement citer quand même les aspects chimiques. Quand même, nous sommes dans la maison de la chimie, les aspects chimiques qui sont associés à ces développements-là. Tu l'as fait très, très rapidement. C'est principalement, en fait, est-ce que je me trompe dans l'interprétation de ton message, c'est principalement dans le cycle du combustible, en fait. Alors, beaucoup dans le cycle du combustible, mais pas seulement. Oui. Dans les aspects assainissement, démantèlement, voilà. On développe des mousses ou des gels qui créent peu d'effluents contaminés.
dans les réacteurs. Oui. Dans un réacteur nucléaire, à partir du moment où on développe un nouveau matériau, oui. Et on développe des nouveaux matériaux, en particulier des gaines de combustible qui peuvent éviter les problématiques comme celle de Fukushima, la chimie intervient très directement. Voilà. Donc partout dans le cycle du combustible et dans les réacteurs nucléaires, oui. Sur toutes les opérations du nucléaire, conception, construction, exploitation et démantèlement. Voilà. Et bien entendu, juste encore un point qui me paraît important, oui. Dans le domaine du conditionnement et de la gestion des déchets, voilà. Où la chimie est prépondérante avec des phénomènes chimiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, très pointu, très précis. Voilà. Et donc, dans les perspectives de recrutement que tu citais du nucléaire, il y a quand même évidemment une population de chimistes qui intéresse. Bon, je crois que nous allons passer. Une question qui est très importante, je crois. Chacun en a entendu parler ce matin abondamment, les énergies renouvelables vont se développer. Donc, la complémentarité du mode de fonctionnement des énergies renouvelables qui ont en particulier une caractéristique d'intermittence, c'est-à-dire effectivement de disponibilité variable dans le temps, tu as évoqué qu'il était susceptible d'être, cette problématique, donc traitée correctement par le nucléaire avec des variations allant jusqu'à 80%. C'est un souhait ou c'est une... Comment arrive-t-on à cela? Puisque, comme chacun le sait, donc, dans le cadre du nucléaire de fission, tu as une masse de combustible qui est plusieurs centaines de tonnes dans le réacteur, et donc sa chaleur, donc, évidemment, est conséquente et elle ne peut pas être aisément variable. C'est une déconnexion. Quel est le principe avec lequel? On bloque les réactions nucléaires plus ou moins en introduisant les barreaux neutrophages à l'intérieur du cœur. On va diminuer et annuler les réactions nucléaires. Ce dont tu parles, c'est la puissance résiduelle restante. Voilà. Bon, la puissance résiduelle restante, si on ne sait pas l'évacuer, elle pose problème, mais elle n'est pas si énorme que ça. Donc on a des systèmes qui permettent certainement d'extraire cette chaleur pour éviter qu'elle pose des problèmes. D'accord. Donc l'intérêt majeur, c'est effectivement cette capacité d'utiliser la chaleur résiduelle éventuellement à d'autres fins. Peut-être. Oui, c'est en étude, ça. Par contre, la variation forte de la puissance en des temps courts, si on regarde juste l'aspect physique réacteur, on le fait déjà aujourd'hui, on est capable de le faire aujourd'hui. Bien, écoutez, nous allons maintenant considérer une autre technologie future du nucléaire, une technologie de long terme, une technologie extrêmement ambitieuse, qui est celle de la fission nucléaire. Et nous avons demandé donc à fusion nucléaire. Et nous avons demandé à M. Bigot de nous parler de cette activité spectaculaire. M. Bigot, à côté de ses fonctions bien connues de tous, de président de la Fondation de la Maison de la Chimie, est aussi donc directeur de l'installation et du programme ITER, qui s'occupe donc de développer et de prouver ces techniques de fusion. Pour peut-être dire quelques mots sur la carrière longue et complexe de M. Bigot, on peut peut-être dire qu'il y a une première phase qui est une phase qu'on va dire peut-être une phase classique dans la recherche scientifique fondamentale, et après l'école normale, ça s'est traduit par une thèse dans le domaine de la physico-chimie, et puis de brillantes années de laboratoire, en particulier dans le domaine de la catalyse. Et puis il y a une deuxième phase ensuite qui s'est branchée derrière, très logiquement, derrière cette activité-là, qui est une phase plus de management de la recherche, avec beaucoup d'activités et pas mal d'années très fructueuses au niveau du ministère de la Recherche. Et M. Bigot a été, par exemple, directeur général de la recherche au ministère de la Recherche et de la Technologie. Et puis c'est si je ne me trompe pas, en 2003 que Bernard Bigot a rejoint donc le commissariat à l'énergie atomique, où il a été haut commissaire, ce qui est une des fonctions les plus influentes au commissariat, mais aussi en dehors du commissariat. Et puis ensuite, il a été après ses fonctions de haut commissaire, il a été administrateur général de l'organisme
pendant 6 ans, je crois que de 2093 à 2097, si mes notes sont exactes. 2009-2015, voilà. Bon, ben voilà, 2009-2015, exactement. Excusez-moi. Voilà. Et puis, parallèlement à ces activités-là, il était précisément pour le gouvernement représentant de l'accueil du programme international sur la fusion nucléaire. Il est devenu ensuite directeur général de l'installation ITER, qui donc est chargé de la fusion nucléaire en mars 2013. Et puis, ce n'est pas fini, puisqu'en 2019, le conseil de ITER a décidé de prolonger son mandat pour 5 ans. Alors, c'est la responsabilité de direction d'un organisme aussi important, de 35 partenaires internationaux et d'une complexité extraordinaire. Et je pense que l'exposé de Bernard Bigot nous fera un peu mieux comprendre à la fois la difficulté, les enjeux et le côté presque un peu science-fictionnesque de ce qui est en fait quelque chose de très réel. Merci beaucoup, Paul. Je suis très heureux, effectivement, d'être invité à participer à cette conférence sur chimie et énergie nouvelle. Effectivement, l'essentiel de mon activité professionnelle a été consacré à la chimie et aux énergies. Et donc, ce mariage, pour moi, est très heureux. Donc, je suis très, très, très honoré de pouvoir vous présenter une technologie que je crois, une technologie d'avenir, et être en même temps une technologie qui est intégrable dans un schéma énergétique durable. Les temps auxquels je parle, ce n'est pas les 5 prochaines années, c'est le million d'années, voilà, et même au-delà. Donc, c'est ce qu'on appelle la fusion de l'hydrogène. Donc, il faut bien distinguer fusion et fission. Fission, qui sont deux, effectivement, manières d'utiliser le potentiel d'énergie contenu dans la matière essentielle, c'est-à-dire dans la matière nucléaire. Je le crois être effectivement une énergie d'avenir. Alors, comment est née cette aventure ? Cette aventure, elle est née au détour du siècle dernier, quand en 1919, un Français, et je crois que c'est assez peu connu, Jean Perrin lui-même, a donc publié un papier faisant l'hypothèse que l'énergie qui était celle dont bénéficiaient le Soleil et les astres, eh bien, elle résultait de la fusion des noyaux d'hydrogène. Donc, cette hypothèse extrêmement originale a été reprise quelques mois plus tard de manière indépendante. À l'époque, la circulation de l'information scientifique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, par un de ses collègues britanniques, Arthur Eddington, qui a confirmé de son point de vue cette hypothèse. Alors, Jean Perrin, donc, dans cette hypothèse très préliminaire, avait fait un petit calcul sur le dos d'une enveloppe en estimant que, vu la masse d'hydrogène qu'il devait y avoir dans le Soleil, il y en avait que pour 7000 ans. Bon, il s'était trompé d'un facteur 1000, c'est pas très grave. Il avait effectivement engendré une idée tout à fait fructueuse. Une quinzaine d'années plus tard, dans une expérience dans un amphithéâtre en présence du public, pour la première fois au monde, sur Terre, a été mis en évidence la fusion de noyaux d'hydrogène, donc par cette expérience qui a été réalisée par Ernest Rutherford, où il a bombardé des noyaux d'hélium les uns avec les autres, et il a constaté la production effectivement d'énergie en même temps que les fruits de cette fusion qui étaient des neutrons. Donc ça a été une rupture absolument essentielle. Là, pour la première fois, au-delà des hypothèses purement spéculatives initiales qui avaient été faites, une démonstration physique a été réalisée. C'est assez peu connu, mais quelques années plus tard, c'est en 1939 que l'Alsacien Hans Bethe, donc prix Nobel, comme vous le savez sans doute, a identifié l'enchaînement des réactions qui se produisent au cœur des étoiles, donc ce qu'on appelle de type solaire, et donc il a identifié la chaîne de réactions qui aboutit à la production de cette énergie avec la production simultanée de deux particules particulières, un noyau d'hélium, qui est le fruit de la fameuse fusion des noyaux d'hydrogène, et un neutron. Donc, évidemment, ça a suscité un grand intérêt, énormément d'efforts ont été engagés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les astres ? Dans les astres, en fait, c'est la pression gravitationnelle, c'est sous l'effet de la masse des astres que le cœur des astres est sous une forme
d'un plasma d'hydrogène, c'est-à-dire de l'hydrogène porté à une haute température, dans laquelle effectivement les noyaux ont été séparés des électrons. Et à cette haute température, la température du cœur du Soleil, c'est 15 millions de degrés, et que donc à la densité qui est imposée par la pression gravitationnelle, et dans le Soleil, la densité du cœur du Soleil, c'est environ 100 fois la densité du fer, et bien très lentement, les noyaux sont forcés de se rapprocher à des distances si courtes, qui sont des distances, je dirais, subatomiques, qu'on passe du phénomène de la répulsion électrostatique qui normalement impose ces noyaux de ne pas se rapprocher, à donc le régime des forces d'attraction nucléaire à courte portée, qui sont celles qui assurent la cohésion des noyaux. Et donc, à partir de là, comme vous pouvez l'imaginer, effectivement, eh bien, les noyaux vont fusionner et vont produire les fameux phénomènes que je viens d'évoquer. Alors, sur Terre, on n'est pas en capacité, évidemment, d'imaginer, donc, de réunir des masses telles que celles des astres. Je rappelle, celle du Soleil, c'est 300 000 fois la masse de la Terre. Donc, on a été amené à imaginer d'utiliser une autre technique, qui est une technique donc, dans des conditions physiques totalement opposées, au contraire, une densité ultra faible, du millionième de la densité de l'atmosphère. Et dans ces conditions, on est capable d'accélérer les noyaux d'hydrogène de telle sorte que lorsqu'ils vont rentrer en collision, eh bien, ils vont fusionner, mais cette fois-ci avec une haute efficacité, et produire le même phénomène que celui que vous avez dans les astres. Et vous voyez sur cet exemple deux noyaux d'hydrogène. La variété de noyaux d'hydrogène qui est la plus efficace, c'est les deux isotopes lourds de l'hydrogène, c'est ce qu'on appelle le deutérium et le tritium. Et dans ces conditions, eh bien, lorsqu'ils rentrent en collision, ils produisent les deux fameuses particules dont je viens de vous évoquer le nom, le noyau d'hélium et le neutron. Et l'intérêt, c'est que alors que la collision se fait à 150 millions de degrés, ce qui est l'équivalent d'environ 0,7 millions d'électronvolts, eh bien vous produisez un noyau d'hélium qui a 5 fois plus d'énergie que l'énergie de la collision et un noyau de neutron qui en a 20 fois plus. Donc vous avez une production d'énergie extrêmement conséquente, donc, qui permet effectivement à ce moment-là d'espérer utiliser cette technologie donc, de manière appropriée. Évidemment, tout cela a été donc étudié abondamment par tout un ensemble de physiciens, de chercheurs. La promesse d'une source d'énergie virtuellement illimitée a mobilisé de nombreux pays, notamment à l'époque l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Et un premier brevet pour une machine de fusion a été développé en 1946. En 1951, l'astrophysicien américain Lyman a développé le concept de ce qu'on appelle le stellator, qui est une technologie qui permet d'envisager effectivement cette collision des noyaux d'hydrogène. Et ces deux soviétiques à l'époque, donc Andrei Sakharov notamment et Igor Tram, qui ont proposé une technologie alternative qu'on appelle le tokamak, c'est-à-dire un tor magnétique qui va donc permettre d'assurer la stabilité du diplasma. Et de très nombreuses expériences ont été développées. Et vous voyez, on peut réaliser un tokamak de table. Donc, vous le voyez peut-être sur cette image en bas à droite. C'est le premier tokamak qui a été construit effectivement en France, à donc Fontenay-aux-Roses, où à l'échelle donc de quelques mètres de diamètre au plus, vous pouvez observer le phénomène. Le fait est que dans ces conditions, vous consommez plus d'énergie que vous n'en récupérez. Le volume de plasma est beaucoup trop faible. Et donc, les effets de dissipation de cette énergie au bord, effectivement, fait qu'il y a un rendement extrêmement faible. Donc, ça n'a découragé bien évidemment personne. Ce développement s'est poursuivi. En 1968, des performances exceptionnelles, donc de premiers tokamaks, donc à l'époque soviétique, ont été présentées à la communauté internationale en disant qu'on avait déjà atteint plusieurs millions de degrés. Pas encore les 150, mais plusieurs millions de degrés. Ça a déclenché un certain scepticisme, mais la réalité a été confirmée, c'est bien ce qui se passait. C'est comme cela que, effectivement, ce principe du tokamak, qui, je le rappelle, est une enceinte dans laquelle on va faire le vide, dans laquelle on va injecter une très faible quantité d'hydrogène, environ 2 grammes, dans un volume de l'ordre de plusieurs centaines, voire milliers de mètres cubes, une densité extrêmement faible, qui va permettre l'accélération des noyaux. Si vous vous souvenez de vos donc, cours élémentaires de physique, vous savez que lorsque vous avez à proximité d'une ligne de champ magnétique
une particule électrique. Celle-ci est capturée par la ligne de champ magnétique. Elle s'enroule comme dans un escalier hélicoïdal autour de la ligne de champ magnétique en accélérant. Vous comprenez que si vous voulez atteindre des vitesses qui sont équivalentes à des températures de 150 millions de degrés, il vous faut d'une part un fort champ magnétique pour avoir une très forte, effectivement, accélération, mais même quelle que soit la force de l'accélération, la grandeur de l'accélération que vous avez, si vous n'avez pas assez d'espace pour accélérer avant de rentrer en collision avec le voisin, vous n'atteignez jamais la bonne vitesse. C'est la raison pour laquelle il faut une grande taille. Si vous n'avez pas cette taille, vous aurez un nombre de phénomènes de fusion, donc d'événements de fusion trop limités par rapport à l'investissement de chaleur que vous devez donc faire pour pouvoir effectivement donc atteindre la température souhaitable. Voilà. Et donc, c'est dans ces conditions que chacun doit être convaincu que c'est la physique qui impose la taille. Plus le volume du plasma est important, mieux le confinement de l'énergie est assuré, et dans ces conditions, meilleur est le rendement global. Dans les années 90, des développements significatifs ont été faits, donc avec cette taille, et notamment un équipement qui fonctionne toujours et dont j'ai appris il y a quelques jours qu'il va, donc avec le soutien de l'Europe, voir donc une prolongation de quelques années, je dirais dans l'attente où ITER va démarrer. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le Joint European Torus, donc près de Kellam, donc en Grande-Bretagne, qui détient le record mondial, où il a été capable de produire jusqu'à 16 mégawatts de puissance de fusion. Donc le plasma, dans ces conditions-là, avait un volume d'environ 80 mètres cubes. Une autre expérience s'était développée avec, du côté des Américains, le fameux Tokamak Fusion Test Reactor, 30 mètres cubes, où, dans un cas comme dans l'autre, pour la première fois, a été mis en évidence, effectivement, la capacité de production massive de fusion. Cependant, le rendement était toujours inférieur à 1, et donc c'est dans ces conditions-là qu'a été réfléchi quel était l'équipement qui était nécessaire pour avoir une vraie démonstration, avec un objectif très clair, d'avoir un rendement d'au moins 10 entre l'énergie injectée dans le plasma et l'énergie produite. C'est l'objectif justement du projet ITER dont je voudrais vous parler effectivement maintenant. Alors pourquoi, comme donc Paul Rigny le disait, aujourd'hui 35 pays, 7 grands partenaires ont accepté de se mobiliser ensemble pour conduire ce grand programme de recherche et faire la démonstration de la fusion. C'est parce que la fusion présente tout un ensemble d'avantages extrêmement importants et que tous ces pays sont convaincus qu'il y a la nécessité urgente de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, certes, mais qui ne seront pas suffisantes pour assurer donc, les besoins énergétiques d'une population dont tout à l'heure nous évoquions le nombre de l'ordre de 8 à 10 milliards. Il y a besoin de ce qu'on appelle une énergie de base qui, lorsque le soleil ne brille pas, lorsque le vent ne souffle pas, lorsque la pluie n'est pas là au rendez-vous de l'hydraulique, eh bien, on est en capacité d'assurer les besoins énergétiques de la population. Et l'avantage de la fusion, eh bien, que c'est une source massive, donc complémentaire des énergies renouvelables qui sont au contraire des modes de production distribués, potentiellement continus, mais aussi programmables dans le temps, avec de la matière première donc, qui donc, permettra d'assurer la production du deutérium et du tritium dont j'évoquais les besoins tout à l'heure, pratiquement inépuisable. C'est à des échelles de la centaine de millions d'années qu'il y a des ressources sur Terre de cette nature. Et le grand avantage, c'est la complémentarité avec les énergies renouvelables. Il n'y a pas de stockage d'énergie, à la différence de l'énergie de fission dont nous en parlions tout à l'heure, ou même de l'énergie de combustion du charbon, du pétrole, etc. Il y a un flux. Aussi vite que je m'écarte des paramètres de fonctionnement de la fusion, la réaction s'arrête. Il n'y a plus d'énergie dans le réacteur de fusion dont je viens de vous parler. Donc cette complémentarité est pratiquement parfaite puisqu'on peut démarrer et arrêter en une fraction de seconde donc, le plasma en question donc, pour produire. Deuxième élément extrêmement important, c'est la possibilité d'une technologie pratiquement intrinsèquement sûre. La réaction ne peut pas s'emballer. Comme je l'indiquais, dès qu'on s'écarte des paramètres nominaux, qui sont effectivement très exigeants, un très haut champ magnétique, un vide très très poussé, donc eh bien, la réaction s'arrête. Je peux perdre le circuit de refroidissement, je peux perdre le circuit d'alimentation électrique, la réaction ne conduit pas à une destruction de l'équipement ou à un relâchement de matière à l'extérieur. Troisième élément important, c'est que je ne produis a priori que de l'hélium. Donc l'hélium est un gaz chimiquement neutre,
non radioactif. Et je le produis dans des quantités relativement très faibles. Songez qu'une centrale de production d'électricité de 1000 MW, en une année, consomme entre 6 et 10 millions de combustibles fossiles, de tonnes de combustibles fossiles. Dans le cas précis, je consommerai moins de 350 kg de combustible. Et donc, je relâcherai moins de 350 kg d'hélium. Alors que, dans le cas des combustibles fossiles, c'est de l'ordre de la trentaine de millions de tonnes de dioxyde de carbone ou de gaz à effet de serre. Pas de risque de prolifération, comme vous pouvez l'imaginer, puisque, effectivement, l'équipement est extrêmement volumineux et ne peut pas être déplacé à d'autres fins. Et puis, il y a certes de la radioactivité induite, ne serait-ce qu'à partir du tritium, mais la durée de vie est assez courte, 12,3 années, comme vous le savez. Et s'il y a d'activation de chaînes liées à le fait que l'acier utilisé pour l'enceinte à vide n'est pas infiniment pur, il peut y avoir du nickel, du cobalt, qui peuvent déclencher des filiations, je veux dire, radioactives, eh bien, c'est en quantité limitée. Donc, c'est dans ces conditions que, en 1985, lors d'une rencontre entre les deux personnages que vous reconnaissez peut-être sur cet écran, eh bien, fin de guerre froide, ils ont décidé de lancer un grand programme international pour pouvoir effectivement faire cette démonstration tant attendue qui nécessitait une grande taille. Immédiatement, l'Europe et donc les États-Unis, l'Europe et le Japon se sont joints aux États-Unis et à l'Union soviétique de l'époque et ont lancé un grand programme. Ils ont mobilisé pendant environ une quinzaine d'années 200 ingénieurs, chercheurs, scientifiques, donc pour essayer de définir le concept de la machine qui était nécessaire. Et donc c'est aux alentours des années 2000 que ce concept a été considéré comme suffisamment mature pour pouvoir commencer à réfléchir à la fois à son financement, à sa gouvernance et à sa localisation. Il y a eu donc rapidement la Chine, la Corée du Sud, puis l'Inde qui s'y sont joints. Et c'est donc en 2005, à Moscou, il y a eu un accord entre les fameux 35 pays dont je viens de vous parler, donc l'Europe en représentant 29, puisque c'était les 28 pays de l'Europe, plus la Suisse à l'époque. Et donc, un accord international a été signé en 2006 à l'Élysée, à 2 pas d'ici, donc pour mettre sur pied ce programme avec un engagement des 7 partenaires en question sur 42 ans. Donc, aujourd'hui, ces partenaires représentent effectivement plus de 50% de la population mondiale et 85% du produit industriel brut, intérieur brut, c'est-à-dire que ce projet a toutes les chances effectivement d'avoir le bénéfice des ressources. Pourquoi tous ces pays se sont engagés dans cette condition? C'est parce qu'ils mesurent que, quelle que soit la puissance de l'un d'entre eux, seuls, ils mettraient des temps beaucoup trop longs pour pouvoir espérer effectivement réussir. Nous allons mettre sans doute une vingtaine d'années pour construire la machine et faire la démonstration. Seul, il n'y arriverait qu'à l'échelle d'un siècle. Or, l'urgence énergétique et climatique est bien supérieure. Voilà l'image du tokamak, donc découpé comme un fruit en deux. Vous reconnaissez donc la section de la chambre à vide qui est un tore, donc c'est cette partie orangée. C'est donc une enceinte dans laquelle on fera le vide, près de 1800 mètres cubes, donc qui sera parcouru dans sa paroi, qui est une double paroi, par une circulation d'eau qui viendra capturer effectivement l'énergie. Comment on va capturer l'énergie? Vous avez compris que l'essentiel, c'est la production de ces deux particules, qui partent avec une énergie considérable, qui est une énergie cinétique. Donc, l'hélium, 5 fois plus d'énergie que l'énergie de la collision, va rester confiné dans le plasma. Et dans ces conditions-là, va céder son énergie pour auto-chauffer le plasma. D'où l'effet de rendement que je viens d'évoquer. Et lorsqu'il aura atteint la température du plasma, je le soutirerai pour pouvoir effectivement obtenir le rendement optimisé avec le reste du combustible d'hydrogène et de deutérium. Autrement, certes, j'aurai de la fusion, mais avec un rendement moindre. Et puis, le neutron, lui, il va s'échapper de la cage magnétique, puisqu'évidemment, par nature, il n'est pas sensible au champ magnétique. Il va venir en collision avec la paroi donc, que vous voyez ici, là, avec des tuiles qui sont en beryllium, qui ont la vertu d'absorber le neutron donc, et de transformer donc, l'énergie cinétique des neutrons en énergie thermique. Donc, on va chauffer la paroi, et cette paroi est refroidie par de l'eau. Et donc, cette eau sera portée à une température de l'ordre de 200 degrés. Et donc, ensuite, on fera avec elle de la vapeur. Évidemment, le principe sera très simple, de pouvoir effectivement faire fonctionner une turbine. Donc, cette enceinte à vide, qui est le cœur du dispositif,
elle est environnée d'une cage magnétique constituée de 18 bobines verticales, de 6 bobines horizontales et d'une bobine centrale, ici manifestée en bleu ou en blanc, qui va être portée, l'ensemble de cette cage magnétique et de ces bobines, à une température de moins 270 degrés. Pourquoi moins 270 degrés? Parce que c'est la température à laquelle le matériau que nous utilisons va être supraconducteur, c'est-à-dire qu'il ne consommera pas d'énergie lorsqu'il sera traversé par le courant électrique. Le courant électrique, c'est 70 000 ampères. Nous voulons un champ magnétique extrêmement puissant pour justement obtenir la qualité du confinement du plasma, donc qui est prisonnier dans les lignes de champ magnétique en question, et d'autre part, bien évidemment, d'assurer l'accélération que j'ai évoquée. Et parce que donc j'ai cette température très basse de moins 270 degrés, eh bien j'ai installé tout ça dans un cryostat, une grande boîte dont la dimension est de 30 mètres de diamètre, 30 mètres de haut, qui va être effectivement, elle aussi, avec un vide assez poussé, permettant effectivement de ne pas avoir de perte de chaleur. Voilà, vous aurez là l'objet qui connaîtra donc l'écart de température le plus extrême qui existera jamais, même y compris dans l'univers, 150 millions de degrés, et moins de 2 mètres au-delà, vous avez une température de moins 170 degrés, c'est-à-dire 4 degrés au-dessus de la température absolue. C'est ce défi que nous avons à relever, c'est d'assembler tous ces composants dont la masse est d'environ 23 000 tonnes, c'est-à-dire que c'est comme si je mettais 3,5 Tour Eiffel et demi dans la fameuse boîte de 30 mètres que je viens d'évoquer. Voilà, ce qu'ITER doit apporter, je vous le rappelle, c'est cette démonstration, 10 fois plus d'énergie thermique par rapport à l'apport de chaleur pour pouvoir chauffer le démarrage du plasma. Comment ça marche? C'est simple, je dois commencer par faire le vide. Une fois que j'ai fait le vide, j'injecte 2 grammes d'hydrogène dans le fameux enceinte à vide. Ces 2 grammes, je vais faire une décharge électrique, comme dans les lampes que l'on appelle à néon, c'est-à-dire je vais séparer les électrons des noyaux, et immédiatement, eh bien, les noyaux, comme les électrons, vont soutirer l'énergie contenue dans les bobines, l'énergie magnétique, qu'il va falloir que, bien évidemment, je remplace, pour pouvoir effectivement accélérer les noyaux. Dès que j'ai atteint une certaine température, environ 40 millions de degrés, eh bien, déjà, j'ai bien progressé sur la perspective de l'atteinte de la température nécessaire, mais pas encore suffisamment pour les fameux 150 millions de degrés. J'ai quelques chauffages auxiliaires, notamment des micro-ondes, du même type que ceux que vous avez dans votre cuisine peut-être. Il m'en faudra 23 000, donc qui en une seconde vont injecter l'énergie en question, et le plasma va démarrer dès que la température est atteinte. Et à partir de là, il y a l'auto-entretien que j'ai évoqué. Alors, ce défi est déjà un défi technique. Mais quand on a une coopération avec 35 pays, effectivement, on en rajoute un deuxième. Le deuxième défi, c'est que tous ces pays sont convaincus que si la fusion aboutit à la démonstration attendue, ce sera une rupture technologique majeure, donc une rupture industrielle majeure, avec la construction de plusieurs centaines de centrales du type de ce que je vous ai évoqué. Donc ils ont voulu préparer leurs champions industriels pour faire la démonstration que les composants extrêmement innovants que nous devons construire, donc avec des matériaux, des précisions extrêmes, eh bien, ils étaient en capacité, ces entreprises, d'en faire la démonstration. Donc, ils ont constitué un ensemble de 7 agents domestiques qui vont fournir en nature les composants que nous devrons intégrer. Donc, il y a un effort considérable de coordination donc, pour pouvoir effectivement obtenir les fournitures en nature qui ont été évoquées dans le cadre de l'accord ITER avec les pays non européens qui fournissent en valeur l'équivalent de 9% de l'énergie, du coût de la construction, et l'Europe, parce que c'est en Europe qu'est installé l'équipement, eh bien, donc 5 fois plus. Voilà. Donc, vous avez à nouveau l'image de ce tokamak, et vous voyez la complexité de l'approvisionnement, puisqu'il y a une distribution de multiples partenaires pour constituer les équipements. Ça aurait été tellement plus simple que l'un d'entre eux accepte de construire un seul des équipements. Non, puisque tout le monde voulait être sur une courbe d'apprentissage, eh bien, ça a été une distribution de cette nature-là. Par contre, il est acquis que toute la propriété intellectuelle, tout le savoir-faire industriel, tout le know-how, comme l'on dit, sera partagé entre tous. C'est-à-dire que si une entreprise coréenne a mis au point une technologie qui n'a pas été effectivement expérimentée par une équipe américaine, l'équipe américaine bénéficiera effectivement du savoir-faire en question. Voilà.
Le défi, c'est la fameuse construction de la cage magnétique géante. Vous voyez peut-être sur cette image le petit personnage qui est en bas à droite, même s'il fait 2 mètres, d'accord, la cage est fait 20 mètres de haut. 20 mètres de haut, 20 mètres de diamètre, rassemblant 18 bobines verticales, les 6 bobines horizontales et la bobine centrale. Et il me faut que l'axe magnétique de cette cage soit positionné avec une précision inférieure au quart de millimètre avec l'axe géométrique de l'enceinte à vide. Pourquoi cette exigence? Donc vous allez faire circuler à des vitesses extrêmement élevées sur donc un circuit que je pourrais assimiler à un circuit automobile de 20 mètres de diamètre, d'accord, dans des conditions telles que si la courbe de trajectoire de ces fameuses particules d'hydrogène accélérées n'est pas parfaitement conforme à une géométrie nécessaire, eh bien je vais aller dans le décor. Je vais heurter la paroi avant effectivement d'avoir eu la collision. Donc le défi de ITER, c'est à la fois de pouvoir manipuler, fabriquer des composants de très grande taille, de l'ordre de 20 mètres, donc dans ces tailles extrêmes, des masses qui peuvent assimiler aux milliers de tonnes, et de les assembler avec la précision voulue. Et donc, en particulier, on va assembler près de 10 000 tonnes d'aimants supraconducteurs refroidis à moins de 170 degrés. On travaille dans des conditions, pour ce qui est des dimensions plutôt familières, donc à la construction navale, mais avec une précision quasi d'horloger. Imaginez que les bobines, qui sont fabriquées donc avec des matériaux supraconducteurs, les matériaux supraconducteurs du point de vue de la chimie, c'est l'équivalent de céramique, les forces magnétiques sont tellement considérables que si les bobines, les câbles supraconducteurs n'étaient pas enchâssés dans des boîtiers, vous déchireriez les câbles. Donc on est obligé d'enchâsser les câbles dans des boîtiers. Il faut que l'écart entre la surface du câble supraconducteur et la surface du boîtier soit inférieur, comme vous le voyez, à 0,2 mm, alors que la taille du composant fait 20 mètres de long. Eh bien, je suis très heureux de vous dire que le monde industriel est capable de réaliser ces exploits. Donc, nous avons déjà 5 bobines qui ont été faites, totalement qualifiées. Il y en a encore, effectivement, 13 à produire. Donc, ces exploits-là sont aujourd'hui des exploits accessibles. Ce projet, il s'est engagé. Et en 2016, après déjà une certaine période pendant laquelle il avait été développé, il y a eu une revue de projet qui a été présentée devant le Conseil ITER. Et cette revue de projet a conduit à un calendrier et évidemment à une estimation des coûts associés, avec une perspective d'un premier plasma en décembre 2025. Donc nous y sont un peu moins de 5 ans maintenant. Les premières expériences de physique en 2028 et le plasma de pleine puissance en 2035. Que veut dire le premier plasma? Le premier plasma, ça sera on fera fusionner de l'hydrogène standard qui ne produira pas d'énergie, mais nous garantira que l'assemblage a été correct. Et ensuite, on devra ajouter des composants comme je vous l'expliquerai. Je suis heureux d'annoncer que depuis 2015, nous sommes sur la route de calendrier qui a été donné à cette époque. Et comme vous le voyez, nous avons déjà reçu, donc ce sont les petits triangles noirs, un certain nombre des composants que nous allons assembler. Tous doivent être prêts avant la fin de 2022 ou le tout début de 2023. Nous fermerons le cryostat à la fin 2024 et je l'espère que nous démontrerons en 2025, effectivement, que nous sommes au rendez-vous de la démonstration du premier plasma. Au-delà de cela, nous allons devoir ajouter quelques composants. Vous comprenez bien que, alors qu'il y a des dizaines de kilomètres de tuyauterie, de câbles, etc., ça serait déraisonnable d'installer la première paroi qui va collecter l'énergie, qui est fabriquée de 440 tuiles. Chacune de ces tuiles, avec son support refroidi individuellement, c'est 4,5 tonnes. Seul un robot peut installer ces tuiles. Ça va demander à peu près 2 années de travail. Donc, ça serait ridicule d'avoir installé cette paroi de collection, effectivement, de collecte de l'énergie, et puis de constater qu'il y a une fuite et de devoir effectivement démonter de nombreuses tuiles en question pour pouvoir trouver la fuite et la réparer. Donc, c'est dans ces conditions que nous avons imaginé une approche par étapes où, après le premier plasma, on installe les moyens de collecte de l'énergie, on permet aux physiciens, avec cette capacité, effectivement, de faire de premières expériences avec un combustible approprié. Puis on ajoutera des chauffages,
donc pour atteindre plus rapidement les 150 millions de degrés. Et enfin, la dernière étape sera celle du recyclage du combustible, dans lequel évidemment la chimie va jouer un rôle essentiel, puisqu'il va s'agir de séparer des gaz, donc qui sont le mélange de l'hélium, de l'hydrogène, donc deutérium, de l'hydrogène tritium, avec une parfaite continuité, une grande précision. Il faut que j'extrais le 1% d'hélium qui sera produit des 99 autres donc, qui sont là et recyclés. Donc la chimie sera au premier plan. Et donc, avant de conclure, vous donner quelques informations où là nous en sommes. Depuis que nous avons donc lancé le programme, et notamment à partir de 2015, on suit toutes les activités qui sont nécessaires à l'achèvement du premier plasma. Il y en a à peu près 25 000. Chacune d'entre elles, il lui a été donné un poids. Et donc, chaque fois qu'on a rempli effectivement l'objectif d'une activité, eh bien, on associe à le poids donc, dans la somme des activités accomplies. Aujourd'hui, on est à 72% des tâches qui sont nécessaires pour aller jusqu'au premier plasma. Et comme depuis 2015, nous sommes sur un rythme d'environ 0,6-0,7% de croissance par mois, et qu'il nous reste, comme vous l'imaginez, donc aujourd'hui 58 mois, donc 58 multiplié par 0,6-0,7, nous sommes capables de atteindre les 38% qui nous manquent. Ceci étant, nous sommes lucides et humbles. Nous savons que l'étape la plus compliquée, c'est l'étape d'assemblage, c'est l'étape de qualification. Et donc, c'est un défi qui est encore devant nous. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour cela. Voilà l'ampleur du chantier. Le chantier, c'est une grande plateforme d'environ 1 km de long, 500 mètres de large, où au centre, vous avez ce qu'on appelle le complexe tokamak, comme vous le voyez. C'est un grand bâtiment, enfoui dans le sous-sol, 18 mètres dans ce sous-sol, reposant sur une grande dalle, 120 mètres de long, 80 mètres de large, elle-même reposant sur des plaques, des poteaux antisismiques, donc justement pour que s'il y a le moindre mouvement, eh bien nous ne désassemblons pas les différents composants que l'on a réalisés. Derrière ce tokamak, de bâtiment tokamak, il y a un hall d'assemblage, et je vais vous expliquer effectivement ce qu'il en est. Et puis, il y a un certain nombre d'équipements qui sont nécessaires, le poste électrique, donc vous voyez une très grande dimension, parce qu'au moment où je vais démarrer le plasma, j'ai besoin d'une grande quantité d'électricité qui est prélevée sur le réseau. C'est une fraction de seconde, mais j'en ai besoin pour pouvoir effectivement démarrer le plasma comme je voulais équiper. Il faudra ensuite convertir l'énergie électrique. Sur le réseau européen, c'est de l'énergie alternative et j'ai besoin de bobines continues. Et donc, c'est dans ces conditions-là que nous pourrons fonctionner. Voilà. Donc, illustration des progrès que nous avons pu accomplir en 10 ans. Vous voyez, il y a 10 ans, c'était une plateforme pratiquement sans aucun équipement, si ce n'est une petite excavation au centre. Et aujourd'hui, la plateforme est un peu occupée. Voilà. Donc, cette année, nous avons vraiment réussi des étapes majeures. En particulier, donc, comme vous le voyez sur cette image, donc à gauche, on a réussi à positionner donc la base du cryostat, qui est une grande soucoupe, comme une assiette creuse d'une certaine manière, mais qui pèse quand même 1250 tonnes, 30 mètres de diamètre, donc, ainsi que le cylindre supérieur, puisque c'est comme une boîte de conserve, il y a un fond, et puis il y a des cylindres les uns sur les autres, donc, qui ont dû être positionnés avec une précision inférieure au demi-centimètre, donc ça fait deux cercles que vous ajustez l'un sur l'autre, donc 30 mètres de diamètre, qui doivent être positionnés donc, et qui pèsent évidemment plusieurs centaines de tonnes et que l'on va donc souder pour qu'il n'y ait aucune fuite dans cette enceinte. Voilà les éléments qui ont déjà été réalisés donc l'année dernière et vous voyez la descente de la fameuse soucoupe de la base dans le puits. De chaque côté, il y avait moins de quelques centimètres par rapport au mur de protection biologique associé. Et vous voyez, on a réussi l'accostage, donc comme l'on dit, et puis le positionnement donc, sur les peloteaux. Voilà. Aussi en 2020, de nombreux arrivages pour la première fois, donc les bobines, donc en particulier venant d'Europe, venant du Japon, donc, et puis aussi les secteurs de la chambre à vide. On a découpé la chambre à vide, une grande chambre à vide, comme je vous l'ai expliqué, d'environ 1800 mètres cubes, en 9 secteurs, comme des quartiers d'orange. Donc chaque quartier pèse 450 tonnes, et donc on est en train d'essayer donc de les rassembler donc les uns avec les autres. Et c'est dans ces conditions que l'on a invité tous les chefs d'État, y compris le chef d'État français en tant que pays hôte, de s'exprimer sur les avancements du projet ITER
en fin de juillet. Et donc les 7 chefs d'État que j'ai mentionnés tout à l'heure se sont exprimés. Et le chef d'État français a apporté son soutien à ITER en disant « ITER est un acte de confiance dans l'avenir. Donc grâce à la science, demain peut être meilleur qu'hier. » Et c'est effectivement ce qui nous anime. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, les premiers composants sont sur place. Donc nous avons commencé l'assemblage. Donc on a ce qu'on appelle un poste d'assemblage dans lequel on doit assembler le secteur de la chambre à vide, 450 tonnes, 20 mètres de haut, avec d'une part une peau qu'on appelle de protection thermique, puisque vous avez un écart de température considérable entre le tokamak 200 degrés, donc l'eau qui circule dans la double paroi, et puis la bobine qui est à moins 270, et puis donc le secteur que vous voyez qui est terminé, qui a été qualifié il y a quelques jours. Et donc ça va prendre environ 5 ou 6 mois pour pouvoir l'assurer de manière correcte. Voilà. Mais au-delà évidemment ces enjeux majeurs qui sont celui de l'assemblage du tokamak, eh bien, nous travaillons activement à ce que tous les systèmes qui sont nécessaires soient correctement installés à temps utile. Par exemple, il y a 5,5 km de lignes cryogéniques qui permettront la circulation de 25 tonnes d'hélium liquide à moins 270 degrés. Vous voyez aussi les modes de conversion entre le courant alternatif et le courant continu avec 8 km de lignes électriques. Et donc c'est en aluminium, très pur, encore une fois. Et donc ça a été démontré comme étant parfaitement efficace. Le système de refroidissement est, lui, sur le point d'être là aussi qualifié. Et puis, il y a ce qu'on appelle le phénomène de compensation de la puissance réactive. Donc, quand on va prélever sur le réseau les 500 mégawatts de démarrage nécessaires, eh bien, évidemment, il ne faut pas perturber le réseau. Et donc, il y a là des efforts très importants qui sont faits pour maîtriser tout cela. En parallèle de ces installations qui sont en cours, la fabrication se poursuit en Europe. Donc, comme vous le voyez, les fameuses bobines, par exemple en Italie, là, ça c'est la bobine avec la céramique avant qu'elle soit dans son enceinte. Et puis vous avez effectivement les différents équipements. Vous voyez la complexité du système d'échange de la chaleur, donc de la double enceinte pour assurer effectivement une parfaite transfert thermique. Et puis on est en train de fabriquer les plus grandes bobines, 24 mètres de diamètre, qui seront positionnées. Voilà. On va s'arrêter, c'est ça? Je crois que c'est à peu près. Très bien, voilà. Et fabrication en cours de toute nature dans tous les pays, nous y sommes pratiquement. Donc, évidemment, tous les pays sont extrêmement mobilisés pour réussir cette opération. Il y a des initiatives privées qui sont en parallèle, qui visent à effectivement faire des démonstrations complémentaires de ce que nous pouvons faire. Et je pense que c'est plus que bienvenu. Et donc, nous sommes sur la route. ITER, c'est une étape de recherche et développement, mais déjà, un certain nombre de pays réfléchissent à l'équipement industriel qui sera possible et qui donc permettra d'être connecté lui-même au réseau. On me pose souvent la question, quelle est la durée dans laquelle il faut espérer avoir effectivement la connexion d'installation de fusion au réseau. Et donc, cette slide met en évidence que le mieux que l'on pourra faire, c'est sans doute aux alentours des années 2060, que cette technologie sera susceptible d'être développée. Voilà, donc je m'excuse peut-être si j'étais un tout petit peu long, mais je crois que ça méritait que je vous présente ces résultats. C'est extraordinaire. On a l'impression qu'on revient d'un autre monde, c'est quand même tout à fait extraordinaire, ces réalisations que Bernard Bigot vient de nous expliquer. On a une question, je vais poser une question à titre personnel. Ce n'est pas du mauvais esprit, c'est la preuve de mon étonnement extraordinaire. Comment on peut voir une horlogerie aussi précise, parce qu'on a tous vu quand même des choses très très précises au niveau de quelques centimètres, horlogerie aussi précise avec des dimensions et des poids aussi formidables. On comprend que ça a été fait, que merveilleusement ces obstacles ont pu être faits, mais comment est-ce que ça va pouvoir rester performant dans l'exercice de cette installation? Quand on voit des quarts de millimètre d'un côté et des trentaines de mètres de l'autre, comment est-ce que, en imaginant le fonctionnement de ce réacteur à fusion, comment est-ce que on peut espérer que cette précision mécanique va rester valable? Alors, pourquoi aujourd'hui ITER est possible? Je pense qu'il y a deux éléments extrêmement importants qui le permettent.
La première, c'est les progrès considérables de la modélisation. Donc aujourd'hui, on est capable de modéliser, non seulement dans des conditions que j'appellerais statiques, mais dans des conditions dynamiques, le comportement des équipements. Donc, effectivement, des dilatations, et on a conçu les équipements pour que ces dilatations soient, les mouvements qui sont envisagés, soient respectueux de ces exigences. Alors, nous avons des moyens d'ajuster. Donc, il y a des bobines qu'on appelle correctives qui permettent éventuellement d'ajuster les petits écarts qui pourraient exister. Donc, modélisation, c'est la clé. Deuxième élément, c'est la métrologie. Je vous ai expliqué que l'on était capable, sur des distances de plus de 20 mètres, d'assurer un écart extrêmement faible. Eh bien, on peut, avec un laser, aujourd'hui pointer sur des résolutions qui sont submillimétriques, effectivement, la performance, les caractéristiques géométriques qui sont celles, par exemple, du câble, la performance géométrique qui est celle, par exemple, du boîtier, et donc on peut ajuster l'un à l'autre. Donc je pense fondamentalement que c'est ces révolutions technologiques qui rendent aujourd'hui possible ces réalisations techniques et industrielles. Oui, parce que cette modélisation doit aller même au sein des matériaux, pratiquement, pour la propriété elle-même des matériaux. Oui, par exemple, ces matériaux sont avec des puretés extrêmement élevées, donc avec des performances que nous avons testées sur leur comportement, je dirais, dans des cycles thermiques. Oui. J'ai ici quelques questions sur plutôt le combustible. Ce n'est pas l'élément que je trouve le plus frappant, mais c'est un élément. Les gens se demandent comment on trouve l'hydrogène dans les bonnes conditions, assez froid. Les gens se demandent comment le tritium est manipulé. Je pense que... Alors, effectivement, c'est un élément extrêmement important. Donc, pour ce qui est de l'hydrogène, les deux variétés les plus performantes, c'est le deutérium et le tritium. Le deutérium, c'est un élément naturel qui se trouve donc dans l'eau notamment, donc en proportion inférieure au %, mais vu la quantité d'eau qu'il y a sur Terre, donc il n'y a a priori pas de limitation donc à des échelles de temps de plusieurs dizaines de millions d'années, donc à l'usage de ce deutérium. Voilà. Donc ça, c'est avec les techniques qui ont été évoquées ce matin de production d'hydrogène, par exemple l'électrolyse, donc qui permet la séparation de l'hydrogène, et on sépare ensuite l'isotope donc de l'hydrogène standard. Le tritium, lui, n'est pas un élément naturel, comme vous le savez, donc il faut le produire, et la chance est que les neutrons donc de 14 millions d'électronvolts donc qui sont produits là, donc, sont des neutrons qui, lorsqu'ils rentrent en collision avec du lithium, produisent du tritium et de l'hélium. Et que donc l'équation chimique, d'une certaine manière, c'est donc deutérium produit à partir de l'eau, plus lithium, plus un neutron qui donne effectivement deux noyaux d'hélium et de l'énergie. Donc, il y a assez de lithium sur Terre pour pouvoir effectivement espérer de longues durées de vie. Par exemple, le lithium que vous avez sans doute dans la batterie de votre téléphone, mon cher Paul, c'est assez pour que je puisse t'assurer tes besoins en électricité pour la durée de vie qui est la tienne. Je garde mon portable. Voilà, tu gardes ton portable. Alors, là encore une fois, on m'interroge en disant, mais le lithium, il y en a besoin de beaucoup pour les batteries, etc. Dans les batteries, le lithium ne connaît pas de réaction nucléaire. Donc, je peux réutiliser le lithium qui aura été utilisé dans les batteries pour pouvoir effectivement produire le fameux tritium. Donc, c'est des cycles combinés qu'il nous faut imaginer. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on va te remercier de nouveau de nous avoir mis en contact avec des réalités tellement surprenantes, tellement extraordinaires. Je vous indique que ce chantier est effectivement un chantier ouvert au public. Évidemment, il y a une limitation, mais on reçoit environ 20 000 personnes par an. Et que donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous venez en Provence découvrir peut-être ce qui sera l'avenir pour partie de l'approvisionnement énergétique mondial. Tu auras peut-être 1 millier de visiteurs en plus, parce que c'est à peu près le nombre d'inscrits à la conférence d'aujourd'hui. Très bien. Bon, eh bien, on a beaucoup parlé ce matin et un petit peu d'ailleurs aussi cet après-midi de transition énergétique, mais c'est un domaine tellement multiforme, avec beaucoup d'aspects, beaucoup de points de vue, que vraiment je me réjouis qu'on puisse avoir le point de vue de quelqu'un qui fait à la fois de la recherche et à la fois dans un contexte très concret, puisque c'est une personne qui est à l'IFP. Alors Catherine Rivière, je crois que
elle est donc à l'IFP depuis le début de sa carrière, si je ne me trompe pas. Non. Je ne dis pas la date parce qu'on ne donne pas les dates. Hein. Mais depuis le début de sa carrière en tant qu'ingénieur de recherche. Et puis vous avez été donc très vite chargé de mission, puis adjointe au directeur de la division exploration, gisement, et directrice adjointe donc, de cette, ensuite directrice adjointe de cette division. Alors l'IFPEN, que tout le monde connaît, hein, Institut français du pétrole énergie nouvelle, est un organisme qui ne doit pas être tout à fait parfait, puisque vous l'avez quitté en 2001 pour aller ensuite rejoindre la filiale Tech Advantage. Mais finalement, l'IFPEN est quand même un très bon organisme parce que vous êtes revenu en 2016. Vous avez oublié une période de ma vie que j'aime beaucoup quand même, hein, mes 9 ans dans le calcul de performance. Oui, d'accord. En tant que président-directeur général de Tech Advantage et ensuite président-directeur général de Gensi. Ah, voilà. C'est ça que vous avez beaucoup aimé. Voilà, c'était pas tellement dans mes notes, mais enfin voilà. Qui est une société en charge de la politique nationale d'équipement en calcul intensif. Et je comprends que vous aimiez ça parce que c'est finalement votre compétence personnelle et beaucoup dans le domaine du numérique et des données. Voilà, donc vous êtes ensuite, à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, directrice du Centre de résultats ressources énergétiques et puis directrice générale adjointe maintenant de cet organisme IFPEN qui décidément a toutes les qualités. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Rény, pour cette présentation de mon parcours. Je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi et toute la journée, en fait, pour vous, dans ce colloque, dans ce très beau lieu, pour parler d'énergie nouvelle et de chimie, et aussi extrêmement honorée d'intervenir après les deux précédents intervenants qui vous ont plus fait rêver que moi. Donc, je vais vous faire revenir dans une réalité concrète. Alors, je vais partager avec vous notre expérience à IFP Énergie Nouvelle, Institut de recherche appliquée, comme l'a dit M. Rény, qui développe des énergies bas carbone, non nucléaires, en illustrant de points comment nous faisons notre recherche, avec quel type de partenariat nous affrontons les défis auxquels nous sommes confrontés, et également, bien sûr, en l'illustrant autour de quelques exemples qui, bien évidemment, ont comme élément commun de s'appuyer sur la chimie. Alors, j'appuie ici, je pense. Alors, comme on l'a bien entendu ce matin, le système énergétique mondial est encore aujourd'hui très carboné et sa transformation vers un système qui n'émettant pas de gaz à effet de serre va prendre un certain nombre d'années, certainement de décennies. Mais il est clair, cependant, qu'aujourd'hui, même après la crise sanitaire et la crise économique que nous vivons, la transition énergétique est bel et bien enclenchée. Un élément clé a été la signature de l'accord de Paris en décembre 2015. Et je pense que je vais essayer d'illustrer la dynamique dans laquelle cette transition énergétique s'inscrit, tout d'abord avec 4 constats. Alors, ça a été dit ce matin, mais je vais y revenir brièvement. Aujourd'hui, 38 pays sont engagés dans un objectif de neutralité carbone. L'Europe s'y est engagée en 2050, la France, avec son plan climat, pour la France, s'y est engagée en 2017, le Japon plus récemment, la Chine, qui est aussi engagée et vise une neutralité carbone à l'échéance 2060. Et avec les élections de Joe Biden à la présidence américaine le mois dernier, les États-Unis sont revenus dans l'accord de Paris. Donc si on regarde sur la map monde de droite, les pays en bleu, ce sont ceux qui ont pris des engagements fermes, et les pays en gris, ceux qui sont en discussion pour prendre de tels engagements. La totalité de tous ces pays représente 64% des émissions de CO2 sur la planète. C'est donc dire que cet engagement est bien une réalité. Alors, autre élément, un petit peu autre constat, si on regarde l'évolution du mix énergétique électrique mondial, on constate que depuis 10 ans, le rythme de croissance des énergies renouvelables s'accroît, vous le voyez sur la slide. Et même, donc c'est des éléments qui proviennent de l'Agence internationale de l'énergie, et que même en 2020, et même avec la crise du Covid, cela ne semble pas être remis en cause, et c'est ce que nous indique l'AIE dans son constat de ce qui s'est passé en 2020. Alors si on veut extrapoler ces courbes, la baisse légère du charbon avec l'augmentation, ce n'est juste qu'une projection des renouvelables, il y aurait une intersection en 2025, donc au milieu de la décennie actuelle dans laquelle nous sommes. Donc, autre constat factuel qui a été également indiqué ce matin,
Si on regarde le secteur du transport et le segment des voitures pour particuliers, qui est un secteur que l'on pensait qui serait très difficile à décarboner du fait de sa très grande dépendance avec le pétrole, en particulier pour les carburants, eh bien on voit quand même qu'il y a un certain succès dans le déploiement des véhicules électriques. Cette pente le montre bien. Et 2020, environ 10 millions de véhicules dans le monde sont électriques. C'est donc le constat qu'un secteur qui semblait très difficile à décarboner est en marche aussi. Autre constat et dernier élément factuel, l'évolution des investissements dans la transition énergétique au niveau mondial. Vous voyez sur la partie des graphes de gauche donc cette évolution et on voit qu'il y a une tendance à des investissements qui sont en croissance pour la transition énergétique. Alors ce qui est intéressant de mon point de vue à comparer, c'est la slide de gauche avec la slide de droite. Slide de droite qui présente l'évolution des investissements en exploration-production pétrolière. Et vous voyez bien évidemment à partir de la crise pétrolière 2014 une baisse. Mais ce que je souhaite marquer dans cette comparaison, c'est qu'en 2020, c'est la première année où les investissements dans la transition énergétique de 101 milliards de dollars sont supérieurs à ceux de l'exploration-production pétrolière qui étaient de 378 milliards de dollars. C'est donc un élément factuel qui illustre bien qu'il est en train de se passer une véritable bascule. Donc, après ces constats, quelques éléments un petit peu pour voir, sans nous projeter à l'échéance que vous avez présentée, M. Bigot, quels éléments pour nous montrer ce qui nous attend peut-être dans la prochaine décennie, basés sur les éléments fournis par l'Agence internationale de l'énergie. Donc, sur cette présentation, cette slide démontre simplement que selon tous les scénarios de l'AIE, les deux standards et deux autres scénarios qui ont été élaborés l'année dernière, eh bien, nous avons toujours une forte accroissement des ressources, des sources en énergie renouvelable, quel que soit le scénario de l'AIE. Alors, je rappelle les différents scénarios. Le premier scénario STEP, c'est celui qui prend juste le constat qui prend en compte les engagements des États et qui prévoit une fin de crise Covid en 2021. Le scénario suivant DRS est un scénario récent qui a été élaboré l'année dernière, qui est le même que le STEPS, mais qui prévoit une fin de crise Covid 2 ans plus tard, en 2023. Le scénario SDS est un scénario très habituel de l'Agence internationale de l'énergie, qui prend en compte l'hypothèse du respect de la limitation de la température sur la planète de 1,5 degré et une neutralité carbone en 2070. C'est ça, oui. Et le scénario suivant, c'est la neutralité carbone en 2050, qui a été élaboré également par l'AIE l'année dernière. Donc, quand on voit ces scénarios et leurs hypothèses et l'impact sur les prévisions d'énergie renouvelable, on peut se demander, surtout l'impact climatique, ils ne prennent pas tous les mêmes hypothèses, ils sont plus ou moins sévères. Comment faire pour passer du scénario STEPS, qui est un scénario plus facile, au scénario SDS, qui est un scénario plus difficile, en fait. Que faut-il faire? Donc, l'AIE, dans un de ses rapports qui a été publié en septembre dernier, slide qui a été présenté ce matin également pour une partie, démontre que ça va nécessiter l'utilisation de technologies bas carbone, mais qui ne sont pas matures. Par exemple, si on veut passer en 2030, réduire les émissions de CO2 de moins 10 millions de tonnes de CO2 pour passer du scénario STEP au scénario SDS, que l'on peut voir en regardant sur la slide de gauche, il faut mettre en place des technologies qui ne sont matures aujourd'hui qu'à 26%, et tout un ensemble de technologies différentes. Ce qui veut dire que pour faire cela, il va falloir forcément s'appuyer sur une R&D performante, rapide, et j'ai envie de dire qui se fait ensemble avec tous les différents acteurs. Alors, comment faire justement pour mettre en place une telle recherche et innovation et pour accélérer la transition énergétique? Alors, quand on parle de R&D, on parle forcément de dépenses de R&D. Alors, ce matin, nous avons entendu les intervenants industriels qui disaient les moyens qu'ils mettaient pour faire leur R&D, donc dans le secteur privé, et je crois que la plupart disaient qu'elles étaient en forte augmentation, ou en augmentation en tout cas. R&D publique dans le domaine de l'énergie, elle est stable depuis 10 ans. C'est ce qu'on peut voir avec une augmentation dans les années 2010, avec quand même une légère inflexion dans les années concernant les énergies renouvelables, en fait.
Ça montre donc que si on compare ce qu'on nous a entendu ce matin, si on regarde cette slide, moi ce que j'ai envie de, ce que je pense et ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que ça suppose qu'on travaille ensemble. Ce qui va me permettre de vous présenter un petit peu précisément et en l'illustrant le concept de comment nous faisons notre R&D à IFP Énergie Nouvelle. Donc, comme vous l'avez dit, IFP, c'est Institut français du pétrole, avant, Énergie Nouvelle aujourd'hui, transition énergétique qui est inscrite dans notre réalité depuis 10 ans, puisque aujourd'hui, nous avons 4 priorités stratégiques, dont 3 qui concernent directement la transition énergétique. Notre cœur historique, notre histoire, nos compétences, nous les avons construites dans le domaine des hydrocarbures, des énergies fossiles, qui ne représentent aujourd'hui qu'un tiers de notre activité, en fait, mais qui sont, elles, entièrement financées par des fonds propres. Et ça, j'y reviendrai. Donc, 4 domaines d'activité, 3 qui concernent la transition énergétique, avec un point très important qui est aussi une recherche fondamentale, socle mutualisé, qui est essentiel pour nous si nous voulons arriver à construire des innovations qui iront ensuite sur le terrain, sur le marché, pour pouvoir être clés pour cette transition que nous vivons. Donc, juste 2 autres chiffres peut-être, 1700 personnes et un budget d'environ 300 millions d'euros. Alors, un point qui nous caractérise, ce n'est pas exclusif bien sûr, mais que j'ai envie de dire qui nous caractérise, c'est que la recherche et développement que nous réalisons à IFP Énergie Nouvelle, c'est pour nous un continuum depuis la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée. En fait, notre objectif, c'est de mettre le résultat des efforts des chercheurs sur le marché le plus vite possible et de le faire aussi en partenariat. Donc la recherche fondamentale, je vais y revenir, vous expliquer comment elle est structurée, comment nous avons fait pour la mutualiser et pour pouvoir aussi, en la mutualiser aussi avec d'autres. Donc la recherche appliquée, pour nous, l'objectif, c'est d'aller à des concepts qui peuvent être expérimentaux au laboratoire, de construire des pilotes, de tester ce qu'on a envisagé au laboratoire par une approche multi-échelle à une échelle différente qu'on appelle pilote, avant de le mettre sur le marché et de le commercialiser par des tiers, en fait. Alors, ce qui est aussi très important pour nous, c'est la valorisation, puisque nous avons une politique de propriété intellectuelle qui est très importante, avec une prise de brevet aussi très importante. On est dans les instituts publics le 3e institut qui dépose le plus de brevets en France, avec un nombre de chercheurs qui est quand même un petit peu moindre que d'autres grands acteurs de la recherche, CNRS et CEA, bien sûr, CEA et CNRS, il faudrait dire, je crois, dans l'ordre, voilà, qui est moins important. Et la valorisation, pour nous, comme je l'ai dit, est inscrite dans notre ADN, puisque, je l'illustrerai, nous avons le souci de créer de la valeur par la prise de brevets et également par des filiales. Donc, exemple de filiale emblématique pour nous, qui est Axens, qui est une filiale 100% IFPEN, créée il y a 20 ans, qui est le 2e bailleur de procédés au monde aujourd'hui. 42% des technologies qui sont utilisées dans toutes les raffineries du monde proviennent de procédés Axens. Voilà. Donc, c'est dire, en fait, que c'est bien notre façon de faire, d'avoir des idées et d'aller les mettre sur le terrain, sur le marché, en fait, pour qu'elles soient utilisables le plus vite possible. Alors, comment nous construisons, comment faisons-nous pour mettre en place une telle recherche partenariale? Nous essayons de nous associer le plus vite possible, de manière complémentaire, avec d'autres acteurs, qui sont des acteurs du monde économique. Donc, j'en ai illustré 3 exemples ici dans des domaines très différents et de tailles très différentes. On est dans le secteur des énergies nouvelles. Notre histoire était en partie l'exploration-production pétrolière. Qui dit exploration-production pétrolière dit offshore en mer. Donc, on a construit des compétences sur l'éolien en mer basées sur notre expérience dans le domaine des plateformes en mer, ce qui nous a amené à construire un partenariat stratégique avec SBM pour construire des flotteurs d'éoliennes, donc en mer, forcément. Voilà. Et avoir été retenu un appel d'offres d'EDF pour installer 3 éoliennes en mer au large de Fos-sur-Mer. Autre exemple tout à fait différent sur lequel je reviendrai, nous nous sommes associés, donc ça c'est un grand groupe, j'aurais pu, vous le verrez dans notre exemple, citer aussi Total. Olivier Grener ce matin, dans les 6 exemples qu'il a cités, 4 étaient en partenariat avec nous. Bien sûr, Total est pour nous un partenaire stratégique. Donc, dans le domaine du recyclage chimique des plastiques, je l'illustrerai aussi, mais on s'est associé avec une PME japonaise, car elle était complémentaire de ce que nous pouvions faire pour mettre au point un procédé de recyclage chimique de plastique qui est aujourd'hui dans l'étape de démonstration. En fin d'année, la démonstration devrait être terminée. Il sera ensuite mis sur le marché, commercialisé
les années suivantes. En fait, donc, grands groupes, PME et également start-up. Dans le domaine de la mobilité, nous avons un partenariat à la fois de recherche et une prise de participation dans une start-up qui s'appelle GeoVélo, qui permet de faire de la cartographie sur votre smartphone de vos parcours en vélo, en fait, extrêmement utile. C'est juste pour montrer la diversité du type de partenariat que nous voulons faire. Donc, j'ai parlé de recherche partenariale, je l'ai illustré. Socle très important de tout ce que nous faisons, c'est la recherche fondamentale. Nous l'avons structurée en 9 défis qui adressent des grandes questions scientifiques qui interviennent dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos activités de recherche et d'innovation à IFPEN. Donc, cette démarche autour de ces 9 défis nous permet d'aller de la compréhension de phénomènes chimiques, en passant par leur modélisation, et jusqu'à l'évaluation de nos systèmes complets. Alors, bien évidemment, ces verrous scientifiques n'ont pas tous le même poids et la même importance dans tout ce que nous faisons. Alors, bien évidemment, la caractérisation des matériaux des fluides est très importante. Tout ce qui est autour des mécanismes réactionnels, des mécaniques chimiques, est aussi très important. Le numérique est pour nous un point très fort. Tout ce qui est autour des données, nous l'avons développé très fortement ces dernières années, car l'intelligence artificielle, le big data sont des sources d'amélioration de connaissances, donc il faut bien évidemment les utiliser. Et enfin, il y a un autre point sur lequel je vais insister, je vais citer car il est aussi important, c'est tout ce qui a trait à l'évaluation économique et environnementale, auquel nous associons aussi l'étude sur l'acceptation sociétale de ce que nous faisons, qui est aussi clé dans tout, là, par exemple, quand on veut mettre sur le marché des nouveaux procédés. Donc nous avons une recherche fondamentale qui est structurée autour de 9 verrous scientifiques, qui servent en amont pour, disons, irriguer ensuite tout ce que nous allons faire de manière appliquée. Et bien évidemment, cette recherche fondamentale autour de cette structuration en 9 verrous, nous la partageons aussi avec des partenaires qui sont pour nous des partenaires de recherche très importants, donc, dont les principaux sont cités sur la partie droite de la slide. Donc, je vais maintenant, puisqu'on est dans la maison de la chimie, revenir un peu plus à ce qui nous rassemble aujourd'hui et illustrer quelques exemples de technologies bas carbone pour lesquelles l'apport de la chimie est essentiel. Et j'indiquerai également comment nous avons construit des partenariats. Alors, le premier exemple que je vais prendre, c'est la transformation de la biomasse lignocellulosique, soit pour faire des biocarburants, soit pour faire des bioproduits. Alors, quand on parle de transformation de la biomasse, on fait appel à énormément de compétences très variées, qu'elles soient de chimie, génie chimique, procédés également, engineering des procédés, donc, mais également aussi les apports de la biologie et de la biotechnologie sont aussi très importants. Donc, les biocarburants, comme j'ai dit tout à l'heure, décarboner le secteur des transports est un point extrêmement important. Donc, l'électrification est une façon. On a aussi, depuis quelques années, travaillé sur d'autres types de carburants. Donc, la première génération de biocarburants était basée sur utiliser des résidus qui venaient du monde alimentaire, donc qui étaient en compétition, donc étaient extrêmement réglementés. Donc, ont été développés depuis la deuxième génération de biocarburants qui utilisent la transformation de résidus agricoles ou de bois sans concurrence avec l'alimentation et qui a une réduction de gaz à effet de serre extrêmement compétitive. Cette voie que nous avons retenue, avec laquelle nous sommes dans les 2 cas, Biotifuel qui a été cité ce matin et Futurol, un partenariat également avec Total, et c'est 2 approches chimiques différentes. Futurol, ça utilise des enzymes, donc c'est une approche enzymatique, tandis que Biotifuel, c'est une approche plutôt thermochimique en fait. Donc 2 voies complètement différentes. Ce que je voulais montrer sur cette slide-là, c'est le type de partenariat que nous avons construit pour arriver à mettre au point le procédé, par exemple, autour du projet Futurol. Vous voyez l'ensemble des partenaires, qu'ils soient académiques, industriels, qui sont intervenus dans le montage de ce procédé. Aujourd'hui, le procédé Futurol est dans la phase de commercialisation, puisque la démonstration a été faite, et Axens, notre filiale, le commercialise, et une première licence a été vendue en Croatie l'année dernière, en fait. Nous en espérons bien sûr bien d'autres. Donc, biomasse pour les carburants, biomasse aussi pour les intermédiaires chimiques, pour fabriquer de la production de grands intermédiaires biosourcés. Donc, je vais vous donner 3 exemples qui illustrent aussi de quelle manière nous travaillons, comment nous associons avec des partenaires industriels pour mettre sur le marché des procédés qui, à terme,
s'inscrivent déjà complètement dans la transition énergétique que nous vivons. Alors, le premier, c'est un partenariat avec Michelin pour fabriquer du butadiène biosourcé, élément indispensable dans la fabrication des pneumatiques, en fait. Nous sommes à la phase de démonstration de ce procédé-là, donc près de Bordeaux, sur une unité de Michelin. Deuxième exemple qui a été cité par Olivier Greiner ce matin, partenariat avec Total autour d'une technologie de production de bioéthylène par déshydratation d'éthanol, procédé Atoll C2, dont la première licence a été vendue l'année dernière et qui a été également dans une étape donc, de démonstration jusqu'à sa commercialisation. Enfin, autre exemple aussi, et autre partenariat complètement différent, donc partenariat avec une PME américaine, Anelotet, pour fabriquer du benzène et du paraxylène à partir de biomasse lignocellulosique pour la production de fibres textiles. Alors, ce qui est intéressant dans ce partenariat avec cette PME américaine, c'est qu'ils avaient mis au point un procédé à l'échelle du laboratoire. Nous avons construit un partenariat avec eux pour passer à une unité, à une étape différente, en faire un pilote, parce que c'est ce que nous savons faire de passage d'échelle, en fait. Ce qui nous a permis de construire ce partenariat et d'aller jusqu'à une phase de commercialisation qui est en cours. Voilà comment illustrer différents types de partenaires, très différents de taille, qui tous amènent à mettre sur le marché des nouveaux procédés. Alors, autre type d'exemple pour illustrer l'importance de la chimie dans la transition énergétique. Donc, IFPEN est inscrite dans une transition énergétique. Et depuis cette année, nous avons également inscrit une priorité que je vous ai présentée, mais qui est pour nous inscrire dans une transition écologique, en travaillant sur tout ce qui a trait à l'énergie, des points importants qui est en lien avec l'énergie circulaire, l'économie circulaire, et le recyclage chimique des plastiques en est un. Donc ce matin, on a un petit peu parlé de recyclage des plastiques, en faisant plus état, je crois, au recyclage mécanique, qui est celui qui est le plus courant. Le recyclage chimique ayant un avantage, étant, même s'il est très difficile, permettre de se passer du tri des déchets, en fait. Donc, la chimie est un élément clé pour le recyclage chimique des plastiques, avec trois types de procédés, soit par dissolution, et on obtient directement un polymère, par dépolymérisation, on obtient un monomère, ou alors par une conversion chimique beaucoup plus forte pour revenir directement à la molécule. Il est clair que dans les trois cercles, la difficulté va en s'accroissant à mesure que l'on descend verticalement dans la slide, en fait, bien évidemment. Donc, je vais revenir sur l'exemple de Geplan pour vous reparler un petit peu de ce procédé de recyclage du PET opaque. Donc, ça permet simplement... moi, depuis que je travaille à l'IFPEN, que je vois ça, je ne regarde plus les bouteilles d'eau gazeuse de la même manière, en particulier si elles sont colorées ou pas. Je préfère utiliser des bouteilles plastiques non colorées, c'est beaucoup plus facile à recycler. Ça demande beaucoup moins d'efforts. Mais nous travaillons sur ce type de recyclage chimique à l'IFPEN. Donc, ce que je veux dire là, après avoir dit que c'était avec une PME japonaise, pourquoi avoir travaillé avec cette PME japonaise? C'est qu'elle avait une unité de recyclage de textiles qui était directement opérationnelle au Japon. Donc, notre procédé que nous avions mis au point au laboratoire, il fallait passer à une échelle pilote plus grande pour pouvoir le démontrer avant qu'il soit commercialisé. Donc, l'association avec Geplan a permis de gagner du temps dans ce passage d'échelle, en fait, puisque nous avons commencé à travailler sur ce type de procédé en 2019, par contre, je me trompe de 10 ans. Le procédé est opérationnel, l'étape de démonstration sera terminée à la fin de l'année, c'est-à-dire 4-5 ans pour arriver à démontrer complètement un procédé depuis le laboratoire jusqu'à sa mise sur le marché. Si on le compare au temps qu'il nous faut pour mettre au point un procédé de raffinage, c'est 2 fois plus de temps, en fait. Donc l'association avec cette entreprise nous a permis donc de gagner du temps. Dernier point que je souhaitais mentionner, dernier type d'illustration dans cette très bel lieu de la Maison de la Chimie, et dire aussi que la chimie, ça permet aussi de
de dialoguer avec, bien évidemment, les gens qui travaillent dans la chimie, avec d'autres personnes, d'autres disciplines. L'importance du numérique aujourd'hui, elle est partout, en fait. Et elle est également très importante pour tout ce qui concerne, ça peut être un atout, un apport très important à la chimie également, aux résultats, aux études en chimie, bien sûr. Donc, 3 exemples pour démontrer en quoi de nouvelles techniques numériques peuvent être très utiles pour avancer dans des domaines plus en lien avec la chimie. Chimie quantique, sur cette illustration-là, vous avez une image de 500 atomes qui a été simulée dans une réaction visant à produire des intermédiaires chimiques biosourcés. On a pu, grâce à l'accroissement de la puissance de calcul des ordinateurs, au fait que les codes sont mieux adaptés aussi à les utiliser, gagner du temps et arriver à simuler des réactions chimiques qu'on n'était pas capable de faire avant. Donc ça ouvre la voie aux tests de procédés beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus intrusive et aussi beaucoup moins chère, en fait. Importance de l'intelligence artificielle et du big data. Autre échelle de temps et échelle de l'espace, on peut ainsi arriver à modéliser un grand nombre d'espèces chimiques et en couplant résultats de calcul avec données, en les comparant pour être beaucoup plus prédictif et pour gagner beaucoup plus de temps. Donc ça ouvre également des voies à une chimie beaucoup plus focalisée et qui pourra aborder des phénomènes qu'elle ne savait pas, qu'elle avait peut-être un peu de mal à aborder aujourd'hui. Dernier exemple qui est quand même à l'échelle, qui est très en amont, très en recherche, qui est le problème inverse. Au lieu de regarder une molécule et de regarder ses propriétés, visons directement la propriété que l'on cherche à avoir et reconstruisons l'histoire pour arriver à définir quel type de molécule pourra y répondre. Donc ça ouvre la voie à des perspectives très intéressantes. Les recherches sur ce domaine sont tout à fait récentes, mais elles sont, je pense, extrêmement prometteuses. Voilà ce que je souhaitais vous dire cet après-midi. Et j'ai donc, pour terminer et en synthèse, ce que je voulais vous dire, c'est qu'accélérer la transition énergétique, c'est bien évidemment une absolue nécessité. Tous les chiffres qui ont été présentés au cours de cette journée le démontrent. Nous ne pouvons pas ne pas nous mettre plus ensemble pour faire en sorte que cette transition énergétique devienne beaucoup plus vite une beaucoup plus grande réalité. Pour nous, IFPEN, cela passe par à la fois construire, s'appuyer sur tous nos piliers, notre pilier de recherche fondamentale avec une structuration de verrou scientifique et d'augmenter les efforts dans beaucoup de domaines en lien avec les énergies et en nous appuyant sur les partenariats académiques qu'il faut. Travailler le plus vite possible avec des industriels pour être plus efficaces, pour mettre sur le marché des technologies qui seront les plus performantes possibles. C'est donc en fait encourager tous les acteurs à travailler ensemble. Je crois que si c'est un seul message que j'avais à dire, que j'avais envie de partager avec vous, c'est ce que nous faisons avec énergie, envie, détermination, qui n'est pas facile. Et j'ai un dernier message pour nos auditeurs beaucoup plus jeunes qui nous écoutent, en particulier les lycéens et les étudiants, pour leur donner envie. Nous remettons tous les ans le prix du meilleur docteur à un thésard IFPEN, c'est le prix Yves Chauvin, en hommage à un collègue d'IFPEN qui a été prix Nobel de chimie en 2005. C'est le conseil scientifique qui choisit parmi tous les thésards le meilleur. Donc c'est Grégoire Allaire, éminent mathématicien, qui préside ce conseil scientifique. Et cette année, ils ont été incapables de trouver un seul lauréat. Ils en ont trouvé 2, et les 2 étaient dans 2 domaines très différents de la chimie. Voilà. Et tous les 2 ont devant eux des belles perspectives de carrière. Donc je souhaite le meilleur à tous nos futurs étudiants de chimie qui nous écoutent. Et je veux simplement leur dire, grâce à cette histoire, à ces témoignages, qu'ils ont beaucoup de choses passionnantes qui les attendent. Voilà. Merci beaucoup de cet exposé qui nous fait mieux connaître les FPEN, l'IFPEN, je dis bien. Et ce n'est pas inutile parce qu'on sait qu'il se fait énormément de choses à l'IFPEN, mais c'est intéressant de les voir un petit peu s'ordonner dans votre exposé en fonction, par exemple, des contacts et de votre stratégie vos stratégies de collaboration partenariale. J'ai quelques questions qui ne vont peut-être pas vous plaire, je l'ai dit quand même. Il vous accroche un petit peu quelquefois. Bon, une question un peu classique que j'ai déjà entendue plusieurs fois. Les véhicules électriques ne produisent pas moins de CO2. C'est vrai quand ils roulent, mais compte tenu de leur fabrication, etc., leur batterie,
ils sont tout aussi producteurs de CO2 que les véhicules thermiques. Bon, j'ai déjà entendu ça. Oui, bah, ça vous plaît, ça vous plaît pas? J'ai pas de commentaire à faire. Hein. C'est bon, voilà, c'est un commentaire. Vous ne contredisez pas spécialement. Non, je vais Alors, pas... pareil, je peux faire la même réflexion sur l'autre question. Hein. Le premier graphique proposé avec les pourcents de croissance des différentes sources d'énergie, dont toujours plus 40 pour le charbon, oublie juste les chiffres des valeurs absolues totales. Voilà. On ne compare pas juste les pourcentages de progression quand les valeurs totales sont si différentes. Bon, voilà, vous avez déjà entendu ça aussi. Oui, peut-être, oui. Voilà. En fait, l'idée, c'est... Oui, ok, c'est un commentaire. Voilà. Il y a peut-être d'autres commentaires quand même. Non, mais ce qui me frappe, par exemple, dans ce schéma où vous voyez l'évolution des différentes énergies primaires consommées, c'est qu'en fait, vous voyez une forte croissance des énergies renouvelables, vous voyez une diminution du pétrole, vous voyez une diminution des relativement diminuée. Mais le charbon ne diminue pas tant que ça. Bah, il a abordé une toute petite baisse. C'est un cran. C'est un cran. Donc, sur 2 années, c'est vrai qu'on fait une extrapolation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, même si dans un certain nombre de pays, il y a des efforts très substantiels qui sont faits sur les énergies renouvelables, les 2 grands pays les plus consommateurs d'énergie, en raison même de leur population, c'est-à-dire la Chine et l'Inde, n'ont pas de ressources aisées alternatives à l'échelle qui est aujourd'hui celle que nous connaissons. Ça ne nous prive pas, évidemment, de faire nos efforts, et je pense qu'en particulier ces 2 grands pays, ne serait-ce que parce qu'ils sont associés à ITER, ont parfaitement conscience que leur mix énergétique aujourd'hui n'est pas soutenable, mais il y a des temps pour que les choses évoluent significativement. Il ne faut pas se cacher, ce qui ressort d'ailleurs de votre exposé, c'est que la transition énergétique, c'est très actif, etc., mais c'est à peine en train de commencer. Tout à fait. Quand même, il y en a encore pour quelques années. Le graphique de l'AIE qui a été présenté ce matin, qui démontre que les technologies sont très peu matures aujourd'hui pour atteindre, ça démontre bien qu'il y a un énorme travail à faire, en fait. Hein. Exactement. Donc, c'est intéressant parce que ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on parle de transition énergétique. Oui, eh bien, ça prend du temps. Moi, personnellement, j'ai une question. J'ai vu que les premières éoliennes au sud de Fos avaient été installées, si j'ai bien compris. Non, on a gagné EDF a gagné le projet, elles ne sont pas encore installées. Elles ne sont pas encore installées. Non, nous avons... Parce que ça, ce sont des défis, en particulier au niveau des matériaux. Chacun le sait. L'environnement marin est particulièrement corrosif, avec des conditions d'extrême, donc une mer d'huile et une mer de tempête. Je pense que ce sera extrêmement intéressant de voir l'expérimentation qui pourra être faite à cette échelle. Puisque c'est 3 mégawatts, si j'ai bien compris. Tout à fait. De production. Voilà, écoutez, voilà cette session. Je vous remercie tous les orateurs de vos interventions. J'étais très heureux que dans une session qui porte le titre de transition énergétique et dont on a vu toute la diversité dans le dernier exposé, on est quand même en relief, disons, l'exposé sur le nucléaire de fission et sur le nucléaire de fusion. Je trouve que souvent, on oublie un petit peu malheureusement le nucléaire parce qu'il est d'une nature quantitative et puis peut-être culturelle différente. Et en fait, c'est une énergie qui continue à jouer un rôle absolument majeur dans notre avenir énergétique. J'étais très, très heureux. Si je peux, il y a un élément qu'il faut que tout le monde ait en tête. C'est à unité de matière équivalente, une transformation nucléaire, c'est un facteur de production d'énergie de l'ordre du million par rapport à la transformation chimique. Ça, c'est la physique. Vous ne pouvez pas la changer quand vous vouliez. Donc, évidemment, c'est très attractif d'essayer d'utiliser ce facteur au bénéfice de cette énergie. C'est des énergies complémentaires. On revient de ce qu'on a évoqué ce matin. Il n'y a pas la solution. Il y a un ensemble de solutions qu'il faut combiner pour pouvoir effectivement obtenir effectivement. C'est sûr que c'est du travail de domestiquer cette énergie, mais quand même c'est un enjeu, comme tu le dis, qui est tellement gigantesque, il mérite. On change la donne complètement. On change la donne. Voilà, merci, mais donc aux orateurs, et merci à tout le monde de cette session. Alors.